Merci Siam pour la bonne énergie et la bonne ambiance pour lancer ce débat très sérieux. On commence avec un tout petit peu de retard, mais on va essayer de resserrer le timing, mais on va peut-être déborder un petit peu sur 19h10, 19h15 si on veut vraiment rester ensemble ces 2 prochaines heures. Contrairement à ce qui était peut-être annoncé dans la présentation, moi c'est Rabab Keri, je ne suis pas journaliste, mais je suis facilitatrice, consultante dans le milieu culturel, que ce soit muséal, cinéma ou théâtre. Et voilà, je suis très heureuse et merci pour l'invitation du CVB pour animer cette table ronde avec vous, avec ces intervenants et ces intervenantes de très grande qualité qui sont là, dans le cadre de ce festival Andalouse Blanche Film Festival organisé par le CVB. Pour celles et ceux qui découvrent peut-être ce festival, donc c'est la première édition cette année. C'est un peu le Grand Est. Andalouse Blanche s'inscrit dans une démarche qui vise à faire exister des regards, des histoires et des formes qui déplacent les normes dominantes et interrogent surtout aussi les rapports de pouvoir dans le cinéma. C'est dans cet esprit donc que nous ouvrons cet espace de discussion autour du cinéma décolonial. Mon intention ici, en tant qu'animatrice, c'est d'ouvrir avec vous cet espace sans détour, de l'ancrer dans une réalité matérielle, politique et symbolique à partir des pratiques de nos invités ici présents et présentes. Si les pensées décoloniales et intersectionnelles existent depuis longtemps, leur reconnaissance dans le discours public dominant en France et en Belgique est relativement récente et elle doit très largement, et elle doit même tout, aux luttes qui sont menées par des artistes, des militants et des militantes, des chercheurs et des chercheuses pour les rendre visibles et audibles. On fait pourtant le constat aujourd'hui, amer, qu'en dépit de cette visibilité accrue, les transformations structurelles dans le champ du cinéma restent extrêmement limitées et que nous sommes aujourd'hui dans un contexte de retour de bâton, d'un vrai backlash très net contre les luttes décoloniales et antiracistes. Et c'est dans ce contexte, maintenant, que je vous propose d'inscrire notre échange. Je prévois également une petite demi-heure à la fin pour vos questions, pour les questions du public envers nos invités. Voilà, on va commencer. Nous avons la chance d'avoir donc 4 intervenants aux pratiques et aux positions très complémentaires, ici présents et présentes. Je voudrais commencer avec toi, Camille, si tu veux bien, Camille Pierre. Tu es coordinatrice de production, scénariste et réalisatrice, active dans la création de formes narratives à la croisée du documentaire, de la performance et de l'esthétique critique. Ton prochain film, Style Congo, sur lequel tu travailles en ce moment, produit par le CVB, interroge les liens entre histoire coloniale, forme artistique et héritage visuel. Tu nous en diras plus tout à l'heure. Samira Al-Mousghibati. Tu es cinéaste également. Ton film Les Miennes, qui est sorti en 2024, interroge de manière très forte les questions de représentation et d'auto-représentation. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à le découvrir. C'est un véritable bijou d'une très grande finesse. Tom Adjibi, tu es acteur et réalisateur. Ton prochain film, Ceci n'est pas un film français. Tu ouvres la bouche, tu veux ajouter quelque chose déjà? Non? Ok, je me suis dit, j'ai oublié une information de première importance. Donc le film que tu viens de terminer, tu travailles avec ce film précisément sur les questions de rôle, de casting, de visibilité et d'assignation. Ton film, qui est produit aussi par le CVB, sortira au mois de septembre de cette année. Je vais vous proposer après ce petit tour de présentation d'en découvrir en primeur la bande-annonce. Et je vais terminer la présentation avec toi, Olivier Marbeuf. Donc voilà, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore, je vais quand même essayer de le présenter malgré toutes les casquettes. Et puis voilà, on sait à quel point tu es touche à tout. On peut dire très rapidement quand même que tu es artiste, producteur de cinéma, éditeur, auteur, curateur. Tu développes depuis de nombreuses années aussi, en tant que théoricien culturel, une réflexion critique majeure sur les récits post-coloniaux et décoloniaux, la représentation des minorités et les formes narratives alternatives à la croisée de l'art, de la littérature et du cinéma. Tu fais clairement partie de celles et ceux que j'évoquais dans mon introduction qui ont contribué à faire avancer ces pensées décoloniales en France depuis plus de 30 ans maintenant. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Bruxelles et d'être avec nous dans le cadre de ce festival et de cet échange.
Si vous êtes d'accord, je vais commencer par cette bande-annonce que j'ai annoncée du prochain film de Tom, et vous allez voir vraiment toutes les thématiques, ne serait-ce qui sont évoquées là dans la bande-annonce. Bah voilà, elles vont revenir dans le cadre de notre échange. Sébastien, si tu veux bien lancer la bande-annonce, merci. Tu m'entends ou pas? Formidable, 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 formidable. Le dernier film dans lequel j'ai joué, c'était un court-métrage, et le réal, il avait écrit un rôle pour moi. Je m'appelais Simon, et quand la prod a su que c'était moi, ils lui ont proposé de m'appeler Simon. Je sais pas si ils se sont vus. Salut! Tu fais tout le temps comme ça. Et ça va, il est pas trop chiant? Tu filmes le tour, hein? Voilà. C'est parce qu'on filme mon expérience d'acteur racisé à Bruxelles. C'est un journal filmé. Je coupe la caméra. Non, j'ai bien réfléchi. Pour le documentaire, ça serait bien d'avoir d'autres témoignages que le mien. Juste gaffe, on peut avoir la caméra. Oui, c'est Tom, de Magie. Bonjour, enchantée, Emma. Je m'appelle Habib. Habib. J'ai 30 ans, je suis franco-vietnamienne, je suis bruxelloise, je suis née ici. T'as déjà joué, t'as jamais joué au cinéma? Non. Tu penses pas que c'est parce que le milieu du cinéma il est raciste? Oh, c'est tendu. Hein. Je ne comprends pas ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux raconter en fait? Peut-être qu'il manque juste d'une ligne directrice. Et ça, je pense que ça va t'aider à pas partir dans une égoterie. J'ai pas l'impression d'être en égotrice non plus. Mais qu'est-ce qu'il faut? Avec des témoignages dans l'optique de nous raconter. Je veux faire un flou, que je parle dans cette rue en flou? Ouais. Voilà, comme ça lance l'échange. Et maintenant, je vous propose de rentrer vraiment dans le vif du sujet, et aussi pour ancrer cette discussion et permettre surtout à vous de vous présenter mieux que ce que j'ai pu faire jusqu'ici. Est-ce que vous pouvez nous dire, à partir de votre pratique et de votre parcours, à quels endroits vous vous situez aujourd'hui avec l'idée de cinéma décolonial? Je vais commencer avec toi encore, Camille, si tu veux bien. Ici. Bonjour à tous. Alors moi, je viens plutôt de la production. J'ai passé 10 ans à travailler comme assistante coordinatrice de production, plutôt dans un cinéma très commercial, très mainstream. Et donc, effectivement, la question de cinéma décolonial, c'est vrai que c'était deux mots qui m'apparaissaient un peu comme un oxymore. Comme quelque chose de relativement impossible. Effectivement, à côté, j'essayais toujours d'écrire, de travailler à d'autres projets avec plus ou moins de succès. Et c'est effectivement cette difficulté pour moi à penser un cinéma décolonial qui m'avait un peu poussé à vouloir quitter en fait ce monde du cinéma. Et puis ça a été en fait presque des accidents, des rencontres avec certaines paroles, certaines pensées, notamment celle d'Olivier, qui m'ont permis peut-être d'essayer de retourner à l'écriture, de retourner de quand même vouloir essayer des choses, et donc à tenter ici ce projet de film documentaire sur lequel je travaille, Style Congo, qui est un film qui explore d'abord les relations entre l'art nouveau belge, qui est très très fort mis en valeur ces dernières années, et la colonisation au Congo duquel il est issu. Et puis plus personnellement un rapport avec Bruxelles, avec cette architecture coloniale, impérialiste, et donc comment évoluer à l'intérieur de cette ville où ces marques de la colonisation sont toujours présentes, toujours actives. Pour le film. Et c'est un film qui s'ancre aussi très fort. C'est un film que j'aimerais aujourd'hui pouvoir considérer possiblement décolonial, je ne sais pas. Et c'est un film dans lequel une chose, je pense, c'est que c'est un film qui s'ancre beaucoup dans la recherche d'archives,
d'archives du cinéma colonial, et qui est vraiment un des fondements du film. Et donc ça fait plusieurs mois que je recherche et que je m'immerge dans ce florilège très riche qu'on a en Belgique d'archives coloniales. Et c'est vrai que ça me pose une grande question, parce que en effet, en Belgique, on a une très très grande production de ce type de film. Elle est plus longue que la production d'autres films, et dans le temps, je veux dire. Et c'est vrai que du coup, me poser la question du cinéma décolonial, moi, ça me pose d'abord en priorité la question du cinéma colonial, qui est très difficilement accessible. Ça coûte cher, il faut le rechercher, ça coûte cher d'aller le voir, ça coûte cher de pouvoir l'utiliser, de pouvoir se l'approprier dans des pratiques artistiques, les utiliser continue de générer du coup du profit pour des ayants droit de ces films, pour l'utilisation des corps qui sont filmés. Et donc voilà, moi c'est vrai que c'est une question qui m'intéresse très fort. Si on parle de pratiques aujourd'hui actuelles, pour moi c'est ça, c'est réussir déjà un peu à penser, à envisager en Belgique ce que c'est d'abord le cinéma colonial. Merci. C'est ça. On pourra développer aussi encore. Samira, pour toi Alors, je pense que déjà, j'ai jamais verbalisé les choses comme ça. Moi, j'ai un parcours où j'ai fait des études de cinéma dans une école qui s'appelle l'INSAS, ici à Bruxelles, en tant que monteuse. Et je pense que la première chose, c'est que quand j'arrive dans cette école de cinéma, j'y arrive avec plein de fantasmes sur le cinéma, le milieu artistique, et quelque part une envie de briser des chaînes que je ressentais préalablement. Et pour au final me rendre compte que quelque part dans l'art et dans le cinéma peut-être en particulier, je sais pas, c'est peut-être encore plus exacerbé que ce que j'avais expérimenté auparavant, et pour autant sans avoir les mots à l'époque pour exprimer ce que je ressentais. Ça, c'est venu bien plus tard. Et donc, voilà, moi, j'ai terminé mes études en tant que monteuse, même assez péniblement. Et du coup, je me suis mis à la réalisation, et je pense que ce geste avec ce premier film s'inscrit en fait dans une continuité où je pense que je réagissais à un manque très fort que je ressentais dans le cadre de mes études. Voilà, de manque de représentation, d'identification, il n'y avait personne qui me ressemblait, ni dans mes collègues de classe, ni dans ce qu'on pouvait nous montrer à l'école. Je veux dire, dit très simplement, c'est ça. Donc, et sans que j'ai les outils intellectuels pour comprendre aussi ce qui se jouait. Donc, je pense que j'ai répondu à ça avec ce geste simple que nous permet la caméra, qui est de filmer tout simplement. Et j'ai très vite ramené une caméra chez moi, en fait, et avec une envie très forte de filmer les miens de manière très maladroite. Et puis j'ai commencé à rassembler des archives sur une dizaine d'années, en fait. Et tout ça a convergé après, quand je suis devenue maman, vers un projet de film, parce que ça s'est inscrit dans un besoin de comprendre l'histoire dont je suis issue, déjà rien qu'au niveau de l'intime. Et je pense que la question coloniale, elle s'est jouée à tellement de niveaux, en fait, de ce processus. D'une part, tout simplement, quand on a envie de faire un film où on parle de sujets intimes, et spécialement quand on est issu de l'immigration marocaine, identifié comme musulman, etc., ben en fait, on est pris en étau entre plein de pressions. D'une part, on ne lave pas son linge sale en public parce qu'on est déjà assez stigmatisé, on ne va pas en plus rajouter une couche. Et d'autre part, on n'a pas envie d'être récupéré parce qu'on traite de certains sujets dont certains raffolent, en gros. Et en fait, on est pris en étau, et du coup, on n'est pas libre, en fait. On n'est pas libre de se travailler, de se regarder réellement, etc. Et je pense que ça a été ça mon premier geste, peut-être décolonial, c'est-à-dire d'essayer de dépasser une forme de censure qui pouvait venir de l'extérieur et une forme d'autocensure. Voilà, je le dirais plus ou moins comme ça.
Très bien, merci pour ce cadre déjà pour lancer l'échange. Tom? Moi, c'est un peu... je me retrouve dans ce que dit Samira. Donc moi, j'ai aussi fait l'INSAS, mais du coup, du côté jeu. Donc j'étais en jeu à l'INSAS, en théâtre. Et c'est plus en sortant que j'ai eu vraiment... Au-delà de la représentation, c'est quelle représentation on se voit y proposer dans les rôles. Peut-être un peu moins en théâtre, mais surtout en cinéma. Et j'étais très très en colère quand je voyais j'avais la chance d'avoir des propositions, et à chaque fois ces propositions me mettaient vraiment mal à l'aise, et en même temps fallait manger, et petit à petit je me suis demandé, mais du coup comment faire, comment changer. On parle de décolonialisme, comment changer les imaginaires, et je crois que c'est ça ça a été vraiment le moteur du fait de vouloir devenir réalisateur, en tout cas de faire un film, on va dire. Et du coup, il y a eu ça. Et aujourd'hui, c'est un peu... j'ai évolué aussi avec ce film, parce que clairement, ma vision il y a 4-5 ans n'est pas la même qu'aujourd'hui. J'ai découvert d'ailleurs Olivier Marbeuf à travers ce film. Et où aussi j'ai eu la chance de discuter aussi avec Raoul Peck pendant mon film, et qui m'a dit, je me rappelle très bien, on en parlera peut-être plus tard, mais pourquoi je faisais ce film, pour qui en fait, pour qui je faisais ça, et parce que c'est clair qu'en fait je le faisais peut-être pas. Je voulais une approbation de la société dans laquelle j'évolue, et donc forcément aussi d'une société blanche, et voilà, c'est ça qui m'est... ça aussi, ça a été tout un... Ça a été, comment dire... Il y a eu une évolution à travers le film, du départ jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et encore, ça me fait penser en tout cas à aujourd'hui, où j'ai donc ce film qui est sorti, qui est pondu, et je me dis, mais donc j'ai quand même encore envie de faire d'autres projets, et je remarque encore aujourd'hui que dans l'écriture, si je dois faire donc un parallèle avec ce dont on parle, c'est que je dois me forcer à penser à comment dire, pour qui j'écris et qu'est-ce que je raconte. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que moi, je pense, à mon niveau, je crois, humblement, c'est que je veux juste mettre des personnes racisées dans des films. C'est juste ça que j'ai envie de faire. Au niveau des histoires, j'ai pas l'impression de raconter des histoires particulières. Bien sûr qu'on raconte des choses en fonction de qui on est, dans tous les cas. Mais j'arrive juste à le décrire comme ça, à vouloir mettre des personnes racisées dans des rôles dont on n'a pas l'habitude de voir. Et je vois que j'écris, quand j'écris les rôles principaux, là par exemple j'étais en train d'écrire, et je pense, en fait on écrit souvent pour notre entourage, et j'ai un entourage qui est en grande majorité blanc, et du coup blanc. Bref, et du coup, je me rends compte que je dois vraiment me forcer. Et ça me questionne de ouf, parce qu'en fait, aussi parce que j'ai fait un film comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que ça raconte de moi? Qu'est-ce que ça raconte? Si même moi, je dois me forcer à penser à ça, ça m'interroge. Et bon, voilà. Super intéressant. Olivier. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation déjà. Pour être tout à fait transparent, j'accepte les invitations quand j'ai autre chose à faire. C'est-à-dire que j'accepte qu'on me paye un billet de train pour Bruxelles parce que j'ai beaucoup d'amis à Bruxelles. Ça me permet de les voir. Et une des questions fondamentales, en fait, dans la question décoloniale, c'est pas juste ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre. Donc quand on se pose, par exemple, souvent la question de faut-il fréquenter l'institution, faut-il travailler là-dedans, moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on fait d'autre. C'est-à-dire que plutôt que de considérer que le sujet va être centré sur une institution qui nous domine et un système qui nous domine, la question c'est dans quelle mesure ça nous domine au point où on ne fait plus rien d'autre.
c'est-à-dire où on devient obsédé par ça devient un sujet, on parle que de ça. Tu vois, moi je veux dire, à un moment donné, je trouve que l'un des premiers gestes décolonial, c'est le décentrement de certaines questions. Bon, il y a des choses qui sont des questions, mais qui ne sont pas des questions qui doivent être au centre de notre réflexion. Ça, c'est important parce que on met beaucoup de temps à faire ce constat-là. Et je peux reprendre ce que tous les deux vous avez dit juste avant, et puis même ce qu'a dit Camille. Hein. Il y a quelque chose dans une réflexion sur le cinéma décolonial qui part de désirs paradoxaux. C'est-à-dire qu'on est un peu dans des désirs dont on a du mal à savoir s'il s'agit vraiment de nos désirs à nous. Et c'est ça l'une des clés, en fait. C'est la question que pose le théoricien de la culture britannique Mark Fisher quand il parle de réalisme capitaliste. Il dit, voilà, est-ce qu'on est sûr que ce qu'on désire, on le désire ? Et je crois que là, ça c'est le début d'une démarche décoloniale, c'est de s'interroger sur la nature même de nos désirs, c'est-à-dire dans quelle mesure une situation institutionnelle, économique, sociale, vécue, parfois intime aussi, nous emmène à un endroit d'un désir qui finalement est un désir dont on sent qu'il pose un problème. Et ce paradoxe-là, il peut être douloureux parce qu'il peut psychiquement nous abîmer. Moi, j'ai noté en fait que dans les communautés racisées, notamment en France, en Belgique, en Suisse, dans des endroits en tout cas en Europe où je circule, la question de la santé mentale a été mise à l'agenda de manière relativement centrale. Donc c'est devenu une question assez centrale. Simplement, en fait, on ne relie jamais cette question de la santé mentale avec la question de nos désirs paradoxaux dans le capitalisme. Dans quelle mesure le fait de vivre en permanence des espèces d'attachements et des affects qui sont destructeurs affecte notre santé mentale. On a l'impression que la santé mentale, ça vient forcément d'une espèce d'épigénétique, d'un trauma qu'on transporte dans nos histoires, ce qui est aussi le cas, mais pas que. C'est aussi la manière dont on accepte en fait une chose qui est centrale dans la question, décoloniale au sens de la continuité coloniale dans les sociétés post-coloniales, qui est la question de la compromission. En fait, en se compromettant, on souffre psychiquement. Et donc cette compromission, elle est coûteuse pour des personnes qui viennent des histoires qui ont fourni la matière première du colonial. C'est-à-dire qu'on poursuit une histoire bon an, mal an, et donc on est pris dans des désirs qui sont paradoxaux. Et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'il y a évidemment un point de départ que vous avez toutes et toutes évoqué, qui est un point de départ vécu et qui est une alerte en quelque sorte. On sent que quelque chose ne va pas. Et on le sent, comme tu disais, d'abord profondément dans notre corps, avant même d'être capable d'en articuler une pensée. Je dis toujours, faire un travail théorique, et la théorie décoloniale fait partie de ça, c'est toujours essayer de savoir d'une autre manière ce qu'on sait déjà. On le sait douloureusement et on a envie de le savoir autrement. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a guidé. Ça fait très longtemps que je sais ce que je sais, mais aujourd'hui, je le sais différemment. C'est-à-dire que j'ai pris le temps de le déplier, de le regarder. Et je trouve qu'un des aspects, peut-être... il y a deux aspects dans cette question du rapport à ce que pourrait être un cinéma décolonial que je pourrais poser en introduction. La première chose, en fait, c'est de savoir, en quelque sorte, où se trouve le geste et la pratique décoloniale dans l'expression cinéma décolonial. Où ? Ça va être, tu as évoqué peut-être les gens qui sont à l'écran, peut-être les histoires qu'on raconte, mais j'aurais tendance à ne pas rester à cet endroit-là pour parler du cinéma décolonial et de descendre à un niveau qui est important pour moi, c'est comment les choses sont fabriquées. Puisqu'en fait, Camille a parlé du cinéma colonial, et la particularité du cinéma colonial, c'est qu'historiquement, c'est un cinéma de l'extraction et de la violence. Et je trouve que le cinéma tout court, c'est-à-dire pas le cinéma... Parce que pour moi, en fait, c'est tautologique de dire cinéma colonial. Moi, je pense que le cinéma est un art colonial, et de fait, il est complètement contaminé par certaines nécessités, et deux d'entre elles sont l'extraction et la violence. Le cinéma est toujours producteur de violence et toujours producteur d'une pratique d'extraction. Et donc, quelque part, en fait, on ne peut pas peut-être résoudre ces questions-là en restant uniquement au niveau du casting, de l'histoire, mais il nous faut parfois réfléchir à quel est le dispositif de production qu'on met en œuvre. Et donc, pour moi, la question d'un cinéma décolonial, c'est un cinéma qui ne serait pas qu'un cinéma des sujets, qui ne serait pas qu'un cinéma des représentations, mais qui serait aussi un cinéma de la production. C'est-à-dire se poser la question de se dire, est-ce qu'on peut sortir d'un mode de production qui est intrinsèquement violent et intrinsèquement extractiviste ? Et c'est pour ça que, autant dans mon analyse de l'art contemporain
dans mes derniers travaux, je me suis intéressé à la figure du médiateur ou de la médiatrice, donc de la question de la médiation. Et je me suis déplacé de la figure héroïque de l'artiste pour me dire qu'une figure centrale d'un art décolonial serait plutôt une figure de médiation, quelqu'un qui va quelque part faire un travail d'intermédiaire. Et de la même manière que pour moi, mon analyse du cinéma décolonial est un cinéma des producteurs plutôt qu'un cinéma des auteurs. C'est-à-dire un endroit où en fait on parle vraiment de comment, quel type d'accord, quel est l'engagement et l'accord qui va rassembler une communauté que j'appelle communauté d'interprétation, comment cette communauté va se rassembler pour faire ensemble quelque chose. C'est vrai que quand on fait du cinéma, à la fin, dans les festivals, on va inviter les réalisateurs et leur poser des questions. Pour moi, il faut faire le procès des autres témoins si vous voulez savoir quelque chose. Ça serait complètement limité d'inviter uniquement le réalisateur pour savoir comment le film a été fait. Il faut poser la question au monteur, à la monteuse, au chef opérateur, aux gens qui ont participé. Et il y a un devoir de vérité. Parce que la question pour moi décoloniale en tant que producteur, ça s'est basé sur un geste très très simple mais qui est important et qui va très loin à l'arrivée, c'est de dire au moment où on tourne, si on considère que le tournage est le moment central de fabrication du film, là où les politiques d'auteur l'ont décalé vers le montage et vers l'assemblage, moi je reviendrai au tournage en disant qu'un film décolonial, c'est d'abord un film où tout le monde sait ce qu'on est en train de faire. Et si vous posez ça comme grille, c'est très simple, mais ça va très loin. Est-ce que tout le monde peut être au courant de ce qu'on est en train de faire au tenté quand on fait un film? C'est-à-dire les gens qui participent devant la caméra, les gens qu'on embarque, est-ce qu'on est capable d'être sûr que tout le monde comprend ce qu'on est en train de faire? Surtout si vous tournez dans des contextes non européens, dans lesquels la plupart du temps, il y a une forme d'écran, parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas aux gens. Ça ne les regarde pas, ça ne les concerne pas, etc. Donc ça, c'est important parce que du coup, en revenant au moment de la production, on pose, je trouve, d'autres questions. Et je trouve que revenir à la question de la production, c'est important. Et pour répondre à une question que tu nous avais envoyée pour conclure sur cette question de cinéma décolonial, tu disais, voilà, est-ce que le terme décolonial est encore opérant ou est-ce qu'il y a une forme d'usure du terme? Et c'est une question qui m'a été beaucoup posée ces derniers temps. Et je pense qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a usure d'un terme, c'est qu'on est dans une trame néolibérale dont le principe et de considérer que les termes, les mots, les idées sont des matières à consommer jusqu'à la suivante. Et donc, c'est une économie des sujets. Donc, le sujet de la diversité sera épuisé. Le sujet du corps noir à l'écran sera épuisé. Puisqu'en fait, on est dans un système néolibéral dont le principe même, dans le capitalisme, c'est d'épuiser les choses. Donc, la question décoloniale, elle nécessite aussi de poser la question du système dans lequel on est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité d'un cinéma décolonial à l'intérieur d'un capitalisme tardif comme aujourd'hui. C'est un cinéma révolutionnaire, donc c'est un cinéma qui pose les conditions de production suffisamment de manière radicale pour ne pas pouvoir s'adapter à n'importe quelle trame politique ou économique. Et ça va être important avec la transition qu'on est en train de vivre de ce capitalisme néolibéral vers un capitalisme autoritaire, qui pour moi en fait valide les analyses décoloniales de manière implacable en quelque sorte, et tristement implacable, j'allais dire, on a raison mais violemment raison, et donc le problème c'est dans quelle mesure rester à l'état du débat néolibéral, c'est-à-dire un débat où on discute des fictions qui habillent le capitalisme, dont le cinéma fait partie, la littérature, le théâtre, ou est-ce qu'on passe au moment où, de toute façon, en fait, la fiction qui masque la réalité a été déchirée par Israël, par les États-Unis, sous nos yeux, avec un espèce d'aveu implacable, comment fonctionne le capitalisme comme ça, et que les Européens sont un peu orphelins parce qu'ils restent avec leurs petits jouets, là où les Américains leur disent « Nous, on n'a plus besoin de vos fictions pour faire du capitalisme colonial. On a tout avoué, on a tout. Et le pire crime que fait finalement Trump vis-à-vis des Européens, c'est qu'il vend la mèche de la culture en fait. La culture des Européens leur sert à dissimuler ce qu'ils font. Et il dit bullshit, ça nous fait perdre du temps. Sur la guerre culturelle, on a trop d'opposition. Il y a trop de terrain qui a été gagné par les personnes queer, par les personnes racisées. Il y a trop de production. Nous, on dégage la fiction culturelle, on y va direct. Nos modes de vie dépendent du vol et de l'extraction, point. Et là, notre question, c'est savoir, est-ce qu'on vient maintenant, à partir de ce point-là, mettre un nouveau point zéro, ou est-ce qu'on discute de discussions d'il y a 30 ans, où il fallait encore prouver
que la colonisation et que le système décolonial, c'était bien cette continuité coloniale dans nos sociétés. C'est ça ma question, maman. En gros, j'ai l'impression que ce qu'on voulait démontrer a été avoué. Il y a eu un aveu, et l'aveu, il est très violent. Est-ce qu'on peut penser le cinéma à partir de ce nouveau point zéro qui nous met en face de quelque chose de très difficile, et la situation en Palestine fait partie d'un des défis. Merci beaucoup Olivier, parce que tu poses vraiment, dans un cadre très général, plein de questions qu'on peut aller questionner un peu plus précisément. Ça va être difficile si tu réponds à toutes mes questions en une seule intervention, mais on va essayer d'avancer quand même. Mais moi, je voulais aussi démarrer un petit peu la réflexion plus précise sur un peu quelques idées reçues et pouvoir démonter des idées reçues qui sont très largement les nôtres, qu'on soit hyper sensibilisé sur ces questions ou pas. Et c'est ressorti très fort dans vos premières interventions, en parlant finalement d'assignations dans lesquelles face auxquelles vous vous êtes retrouvés confrontés dans votre parcours. Et l'une de ces idées reçues, c'est par exemple être racisé, c'est forcément faire du cinéma décolonial. Ou peut-on être racisé et ne pas du tout faire de cinéma décolonial, quoi. C'est vraiment une question à laquelle vous avez commencé à répondre dans vos présentations. J'aimerais qu'on essaye d'aller un peu plus loin. Peut-être Samira, parce que tu as touché à ça tout de suite aussi dans ta présentation. Je ne sais pas si ça va répondre directement à ce que tu demandes, mais ça me fait écho avec quelque chose qu'Olivier a évoqué sur la question de l'extractivisme. Et ça, évidemment, je ne connaissais pas le mot à l'époque, mais c'est quelque chose qui me travaillait énormément. Le fait de... Voilà, moi je veux revenir à mon expérience parce que j'ai que ça. Le fait de filmer sa famille, notamment mes parents, qui quelque part, ils connaissent rien au cinéma. Je me sentais très fort, je me sentais très responsable de ça, c'est-à-dire que je savais que ce film potentiellement pouvait voyager, se retrouver à la télé, etc. Que je connaissais le rapport à l'image de ma mère, par exemple, et qu'elle se laissait embarquer dans mon projet, mais je me disais, est-ce qu'elle comprend vraiment dans quoi elle s'embarque? Et puis d'ailleurs, même moi, je ne comprends pas trop dans quoi je m'embarque. Et donc, c'était ça. Et en fait, j'avais une espèce d'insistance pour essayer d'expliquer au mieux, avec les mots à ma portée et les mots qu'elle pouvait comprendre aussi, parce qu'il y a cet enjeu-là quand on vient de l'exil. Et en fait, c'était vraiment une insistance sur ça va être à la télé, ça va être en festival. Et puis, voilà, une fois c'était je m'en fous, une fois c'était... Enfin, voilà. Et c'est-à-dire que cette question, elle était toujours présente sans avoir une vraie solution à m'apporter. Et évidemment, c'est quelque chose dont je parlais autour de moi avec mes collaborateurs. Et il y avait bien sûr une compréhension de la problématique, mais effectivement, pas de façon de faire qui était proposée. En écoutant Olivier, je me rends compte que c'est vrai. Il y a quelque chose sur les modes de production où ça fait partie du jeu, quoi. Voilà. Et puis aussi, après, quand j'ai fait mon film, j'ai tourné au Maroc. Bon, c'est un film intime où j'avais l'accord de toute ma famille. Et d'ailleurs, ça fait partie du film, cette question-là de l'accord. Mais j'ai également filmé dans le village de mes parents. Donc, j'ai aussi filmé brièvement dans le film. Je les ai pas mal filmés, mais finalement, dans le film, elles y sont que brièvement, ma tante et ma cousine. Et j'avais le même souci. Mais en fait, quelque part, le gap est encore plus large dans la possibilité de compréhension. Et les logiques de production font qu'à un moment donné, cette question devient secondaire. Donc on fait comme on peut, on a dit. Voilà. Et puis finalement, au montage, j'en ai utilisé le moins possible parce que je n'étais pas du tout à l'aise avec cette matière. En particulier, aussi pour ces raisons-là. Et ce n'est que quand j'ai commencé à distribuer mon film que j'ai été dans un festival qui s'appelle le RIDM, c'est un festival documentaire à Montréal. Et il y avait une conférence sur le cinéma des Premières Nations.
Et il parlait exactement, c'était ce terme-là, l'extractivisme. Et j'ai eu une espèce de révélation sur ah mais eux ils parlent de ce que je ressentais en fait. Et donc une des réalisatrices issues des Premières Nations qui filmait en fait ces communautés et qui expliquait qu'en fait elle n'avait pas une seule manière de faire, mais qu'elle essayait tout le temps de ne pas reproduire les violences coloniales quand elle tournait. Et donc, par exemple, soit c'était payer les gens, soit c'était, si je les filme, je leur donne un disque dur avec leurs images, une façon, en fait, qu'ils aient un retour sur ce qui a été pris, en fait. Vraiment, c'est cette logique-là. Et bien sûr, il n'y avait pas de solution toute faite. Il y a tellement tout à repenser. Mais je veux dire, rien que la question se pose, pour moi, c'était une espèce de révolution, quoi. Et voilà, donc je reviens avec cette réalisation, enfin cette prise de conscience à Bruxelles. Et c'est clair que là, par exemple, pour mes prochains projets, c'est une question encore beaucoup plus présente. Et en fait, oui, il y a tout à inventer, quoi. Je sens très fort qu'il y a beaucoup de choses à inventer parce que le cinéma n'est pas pensé. Enfin voilà, ça me permet de mettre des mots aussi, d'écouter Olivier, parce que c'est un tabou, en fait. C'est un tabou. Ouais. Merci. On ira plus loin sur les questions de structure, justement, et de mode de production de tous ces projets. Mais peut-être, Tom, est-ce que tu peux aussi réagir par rapport à cette question d'assignation? Je peux rebondir, mais j'ai oublié la question, par contre. Enfin, je peux rebondir sur ce qu'elle a dit, mais... Non, mais c'était vraiment l'idée reçue selon laquelle, tu vois, l'assignation qu'on peut subir, être racisé, c'est forcément faire du cinéma décolonial. Tu touches un tout petit peu ça du doigt quand tu t'es présenté. Oui, moi j'étais hyper tiraillé, mais c'est pour ça que je dis tout à l'heure que mon point de vue a évolué tout au long de la conception du film. Parce que du coup je me demandais pour qui je faisais le film, aussi parce que au niveau de la production dont on parlait tout à l'heure, mes producteurs étaient blancs et que je me demandais, enfin du coup le rapport aussi change dans la manière d'imaginer le film, la manière même de comment dire, dans le langage, la manière de communiquer. Et même si la communication était la même, si je n'avais pas eu des producteurs blancs, je pense que oui, ça aurait changé quelque chose. Donc je dis la manière de communiquer, mais c'est juste la manière d'imaginer les choses, de se sentir compris. Voilà. Et pour rebondir par rapport à ce que Samira disait, c'est vrai que moi j'ai l'impression d'avoir vraiment... jouer avec le feu avec ce film, parce que je parle de représentativité, je parle de la violence en fait du cinéma, que ce soit là au départ je parle du casting, mais je veux aussi parler d'instrumentalisation et en fait petit à petit forcément comme disait Olivier, le cinéma, il y a beaucoup de violence de par la hiérarchie qui est imposée par le milieu. Et je me suis retrouvé avec cette casquette de réalisateur. Et malgré moi, en fait, j'ai fait subir beaucoup de violence à plein de niveaux. Et ça a été bien compliqué. Et aussi, en fait, je me suis rendu compte à la fin du film, quand je l'ai présenté à des étudiants, un petit groupe d'étudiants au Centre Vidéo de Bruxelles, il y a une personne qui est venue me voir en disant « C'est super, j'ai adoré ton film, j'aimerais vraiment t'interroger parce que justement, je travaille sur ces questions-là. Et j'aimerais bien te poser des questions. Quel est ton ressenti en tant qu'acteur racisé ?» Et j'avais un mur j'ai mis direct un filtre, un mur. Je ne voulais plus rien dire, je ne voulais plus rien donner. Et du coup, ça m'a réinterrogé sur les personnes avec qui j'ai travaillé, les personnes avec qui j'ai collaboré. J'allais dire casté, mais pas du tout. Enfin, moi, je le considère, c'est plus des gens que je connaissais et que de par nos discussions, on s'est rencontrés, ou de par les interviews que j'ai pu voir d'elle ou d'eux, on a collaboré. Mais ce que je veux dire, c'est que on a quand même collaboré ensemble
parce qu'elles avaient cette histoire et parce que c'était des personnes racisées. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire aujourd'hui qu'il voilà, y a une part quand même d'instrumentalisation malgré tout, même si j'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai fait subir de la violence. Et voilà, je me perds un peu. Et ça a été très troublant, en fait. Très troublant, ça. La position que j'avais... et de pas gérer en fait, parce que aussi le film il s'est fait vraiment, il s'est pas fait de manière classique du tout. Le premier jour de tournage, c'était sans la prod, je suis parti, on est parti en voiture comme si on allait en camp de vacances. C'était pas organisé du tout, c'était pirate, c'est vraiment le mot. Mais du coup, pour dire que ouais, j'étais pas assez préparé. Face à ça, voilà. Super intéressant. Ouais. Camille, toi, comment tu... Sur cette question de l'assignation, moi, mon assignation, elle est évidemment très différente, dans le sens où, dans des institutions comme l'INSAS, où moi j'ai aussi passé un peu de temps, moi je suis une métisse très claire, donc je suis toujours assignée comme caution, parce que je suis celle qui fait la moins peur, et en même temps à l'INSAS, il y a pas, très peu, excessivement peu, en cinéma de personnes racisées. Donc c'est vrai que je me suis souvent retrouvée dans cette espèce de posture où pour moi, étant si claire, j'ai quand même le sentiment toujours que le monde m'avait toujours perçue comme blanche. Et donc là, j'arrive à l'INSAS où finalement, il y a tellement peu que là, d'un coup, on m'invite à tout un tas de projections. Viens voir un peu mon montage. Est-ce que c'est raciste? Est-ce que ce titre, ça va? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on devrait... Voilà. Donc ça, c'était un rapport... assez particulier, donc tout le temps, parfois t'es assez noir pour venir juger mon film, mais en même temps si t'es pas d'accord t'es quand même vachement blanche, donc c'était vraiment un peu le rapport constant dans lequel je me suis trouvée là-bas. Et partant de là, j'aimerais bien juste corriger un truc que j'ai dit au début. Je disais le cinéma commercial, mais en fait non, parce que l'INSAS dont on parle, c'est pas censé être le cinéma commercial, c'est censé être le cinéma d'auteur, c'est censé être la ligne réalité, le documentaire, etc. Et pourtant, la violence elle est immense. Et faut pas oublier quand même que quand on fume sa clope roulée devant l'INSAS, là à côté sur les marches, on est en dessous d'une plaque de marbre avec écrit Banque du Congo belge et l'étoile, et c'est là les lieux de l'INSAS. Et donc quand on parle d'extractivisme, de la recontextualisation de qu'est-ce que c'est l'industrie du cinéma, d'où elle vient, quand est-ce qu'elle naît, parce qu'elle naît au milieu comme ça de cette grande conquête impérialiste, elle naît à ce moment-là, elle se développe dans ce contexte-là, et aujourd'hui l'INSAS, qui est une des 2 grandes écoles de cinéma francophone documentaire, elle est inscrite à l'intérieur de cette réalité qui est pas du tout qui est pas du tout contesté, qui est pas du tout questionné. Voilà, pour revenir à moi, ce qui me travaille, ces films coloniaux, aucun de ces grands cinéastes belges de cette grande histoire cinématographique coloniale n'est jamais abordé à l'intérieur d'une école comme l'INSAS. Et là où je voulais en venir, c'est effectivement, je suis hyper d'accord sur cette question de communication, de langage commun. Et c'est vrai que quand Olivier demande est-ce qu'on peut repartir de l'état dans lequel on est là maintenant, moi j'ai l'impression que c'est extrêmement difficile, parce qu'à chaque fois, dans toutes les institutions, dans toutes les commissions, dans toutes les discussions de production, il faut toujours systématiquement repartir du début. Il faut tout réexpliquer. Il faut réexpliquer le mot extractivisme. Il faut réexpliquer Et donc il n'y a pas de ressenti de commun, de socle de connaissances commun. Tout le monde, voilà, on peut parler de Godard, on peut parler de Deleuze, mais alors parler de Fanon dans une commission. Enfin, voilà, il y a toujours ce problème-là qui fait qu'on recommence du début, qu'il y a une fatigue. Enfin voilà, une vraie fatigue. Et puis aussi, du coup, là où il y a pour un certain cinéma ou pour certains un socle commun où on peut tous rebondir des mêmes choses qu'on connaît, des mêmes auteurs, des mêmes films qu'on a vus, et donc voilà, peut-être que le fil qu'on tisse, basé sur des références communes, des films qu'on a tous vus, on va considérer ce fil-là comme étant cohérent, crédible, j'arrive à suivre, j'arrive à rentrer dans ton projet. Et ailleurs, on va dire là, voilà, c'est très confus. On voit pas où tu veux en venir. Et ça, j'ai l'impression que c'est très, très récurrent. Et ça, je pense que c'est une vraie difficulté. Donc moi, je suis pas sûre
qu'on puisse vraiment repartir de là où on est arrivé. J'aimerais bien, mais je suis pas sûre. Olivier, tu voudrais rajouter quelque chose? Je te vois prendre des notes, donc aussi rebondir ça, sur je prends chaque toujours des notes intervention. parce que moi, j'ai un c'est chouette. cerveau moins frais que mes voisins, donc j'ai besoin de... Excuse-moi, Ah non, non, c'est super. Les années passant, Justement. je prends des notes pour pas oublier des choses que je Comme ça, trouve... tu rebondis. Non, et puis qui me permettent de réfléchir aussi. Bien sûr. D'une part, en fait, dans la question que tu poses pour un acteur, une actrice ou une réalisatrice racisée de porter un projet, tu mets beaucoup sur les épaules des personnes racisées, en fait. La question même, c'est qu'on fait du cinéma dans une infrastructure. Et pour prolonger ce que dit Tom, c'est pas tant que tes producteurs soient, on va dire, phénotypiquement blancs, c'est-à-dire qu'ils aient la peau blanche, mais que l'infrastructure est blanche. Et donc, c'est plutôt la question de la blanchité qui nous inquiète que la question d'être blanc. Ça, c'est aussi, à mon avis, une nuance, parce que sinon, on se retrouve avec des producteurs non blancs ou avec des auteurs non blancs, et puis on rencontre les mêmes problèmes, dans une nature différente, configurée autrement. Parce que l'infrastructure est blanche, en fait. Parce qu'effectivement, quand tu vas travailler avec des cinéastes, des auteurs non blancs, ils vont préparer leur dossier avec toute la référence de films qu'ils aiment. Et dans la référence de films qu'ils aiment, il y a tout un tas de trucs toxiques qu'ils aiment et qu'ils ont... Comme quand on a mangé, gamin, moi je viens d'un milieu populaire, de la Caraïbe, on a mangé que des produits où tout le monde te dit après « Non mais ça c'est toxique, mais nous ça fait 30 ans qu'on mange ça en fait. » Fallait le dire avant, quoi, tu vois. Donc là, tu as mangé que des trucs super toxiques et on te le... Bah, ça c'est pareil pour le cinéma. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'infrastructure éduque les blancs et les non-blancs de la même manière. La différence qu'il y a, c'est qu'en tant que personne racisée, tu as une forme d'alerte que ça ne va pas, qui donc a un coup psychique dont j'ai parlé avant. Tu sens que ça ne va pas, mais de là à pouvoir le traduire, d'une part en mots, comme tu disais, c'est long, ensuite en critique structurelle et ensuite en transformation institutionnelle, la dernière partie n'ayant même pas commencé. D'accord ? C'est une vie entière. Et puis moi j'y ai passé plusieurs décennies, donc c'est très long. Parce que comme tu le dis effectivement, Camille, quand tu es dans la vie réelle, tu vois des choses qui bougent, mais quand tu arrives dans une commission de cinéma, tu te dis, ils sont pas sortis de la pièce ou quoi, les gens, quoi. Quand tu vois, il y a un truc, tu te dis, ok, mais quand même, quoi, il y a eu des trucs qui sont passés là depuis, tu vois, et en fait, là, ils sont restés enfermés au même endroit, quoi. Donc là, évidemment, tu te dis, merde, j'avais cru qu'on avait avancé. Ok, j'ai pas mis la barre au max, quoi. J'ai mis la barre déjà un peu au milieu, et là, même le milieu, les gens, ils plissent les yeux, tu te dis, bon, là, c'est pas bon. Et c'est vrai que voilà, parce que là, il y a une question d'infrastructure. S'il y a un endroit où les artistes et les créateurs racisés se sont pas investis, c'est dans les infrastructures. Historiquement, si tu vas, que ce soit sur le continent africain, que ce soit dans la région Caraïbe, que ce soit dans toutes les régions asiatiques, des gens qui créent, il y en a toujours eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dans des conditions parfois d'énorme précarité, il y a une capacité à produire de l'art, c'est-à-dire à produire sa vie, à produire les questions de sa vie, qui est vitale et qui montre la vitalité d'une certaine culture. Cependant, en fait, les créateurs, il n'en a jamais manqué, en fait. Ce qui manque, c'est la question d'un imaginaire des structures de production. On n'a pas réussi à investir avec la même créativité, inventivité, ce que pourraient être des structures de production. Donc on les prend comme elles sont. Donc on va faire des films avec des réalisateurs et réalisatrices racisés, mais qui vont finalement dire ok, c'est comme ça, ce truc il est comme ça, cette commission elle est comme ça, il faut s'y plier. Et on a assez peu investi de manière un peu cette dimension structurelle, comme pour l'art contemporain au niveau curateur. On peut dire qu'il y a beaucoup d'artistes africains afrodescendants, par exemple, dans la scène de l'art contemporain aujourd'hui, mais on est très peu de curateurs. Donc on est très peu au niveau de la conception des expositions. Et ça, cette désertion de l'endroit où on conçoit, on le paye à l'arrivée. Parce que quelque part, la présence même importante d'artistes racistes sur cette scène-là ne transforme pas en fait les enjeux globaux de la scène. Donc ça, c'est un constat, c'est même pas de la théorie, c'est juste un constat d'observation. On voit bien que ça ne change pas aussi profondément qu'on aimerait. On se dit, tiens, quand on aura une masse critique de créateurs noirs et de créatrices noires, ça va presque comme par magie transformer. C'est pas vrai en fait. Les infrastructures résistent assez bien. Et d'ailleurs, la politique de diversité de ces infrastructures est la meilleure manière de survivre. Parce qu'ils ont très bien compris qu'une fois, et moi je suis partie de la génération qui a un peu cassé les fenêtres, ils ouvrent la porte en disant tiens, on est devenu très généreux, on vous fait entrer, c'est nous qui vous ont entré, faut te rappeler, c'est nous, c'est comme pour l'abolition de l'esclavage, quoi. Il faut vraiment croire qu'un jour les Français se réveillent un matin en disant, après 400 ans, ils disent ah non mais c'est pas cool en fait, faut qu'on arrête là. Non, il y a un truc qui les fait arrêter, quoi.
Il y a un truc qui les fait arrêter, c'est ça qu'on doit enseigner. Et donc moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est pas tant qu'un individu, un homme ou une femme aujourd'hui racisé se dise comment je vais faire, plutôt qu'il y ait une transmission et un savoir que d'autres ont déjà fait avant et ont créé des conditions pour ceux qui font aujourd'hui, et que nous, on retrace une histoire et une filiation des efforts qu'on a faits pour que justement ceux et celles qui commencent aujourd'hui ne se disent pas « je pars de zéro ». C'est pas vrai. On ne part pas de zéro, en fait. Et c'est même beaucoup plus intéressant, dans une trame qui serait la nôtre, décoloniale, de ne pas partir de zéro, de bien connaître ceux qui nous ont précédés, de bien connaître ceux qui ont tenté, ceux qui ont peut-être échoué, parce que le vrai piège néolibéral, c'est le piège de la nouveauté permanente. C'est la première fois qu'une femme noire a fait. Nous, c'est tout le temps la première fois, mais au bout de 1000 fois, ça ne peut plus être la première fois, quoi. Il y a un souci quand même. C'est une espèce d'histoire sans cesse remise à zéro, dans une forme d'héroïcisation des questions. C'est pas vrai. Et moi, j'en prends pour témoin un exemple que je donne souvent. Il y a 100 ans, aux États-Unis, à New York, à Harlem, se développait un mouvement qui s'appelle la Harlem Renaissance. Principalement avec une assez forte influence caribéenne, des penseurs d'Haïti, de la Jamaïque, qui se retrouvent à New York. C'est pas par chauvinisme, mais c'est la vérité. Mais il se trouve qu'en fait, ils vont publier un numéro d'une revue qui s'appelle Fire, Feu, où en fait, dans ce numéro, en fait, la discussion de ces hommes et ces femmes noires tourne autour de embourgeoisement contre principes révolutionnaires, famille contre homosexualité, requalification de la prostitution contre politique de la respectabilité. Je suis désolé de le dire, mais c'est toutes les questions sur lesquelles on discute 100 ans plus tard, quoi. C'est ouf, quoi. Comment des gens ont déjà fait l'effort de penser la question, et où seraient les biais des Noirs? Où ça va se passer, la question? Entre quoi et quoi? Dès lors qu'on a un tout petit peu accès, eux, ils ont accès, ils vont écrire, ils vont pouvoir publier, donc ils ont un premier accès, et naissent les premières questions. De quel côté on se met de la société? Qu'est-ce qu'on défend? Quels sont nos idéaux? Quelles sont nos figures? Comment on gère nos familles? Comment on gère nos familles de manière pas normative? Comment on essaye? Et là, en fait, je me retrouve des fois en discussion en disant « Ok, mais pourquoi l'histoire, pour nous, elle se remet à zéro sans cesse ?» Parce qu'on n'a pas entre les mains l'infrastructure qui dit l'histoire. Et c'est cet endroit qu'on ne doit pas déserter. On doit faire cet effort-là de dire que peut-être vos films sont les itérations, les nouvelles propositions d'une série de tentatives pour parler de la famille, de soi, et pas tant cette question de la nouveauté. Et se réinscrire dans une histoire longue, c'est ça le premier geste décolonial qu'on peut produire, y compris quand on va en commission, vous faites vos dossiers que vous déposez en France, en Belgique ou ailleurs, il faut refaire une filiation, quoi. Cette filiation-là, elle est importante parce que ça vous donne des gens derrière vous. Il y a tout un ensemble de gens qui, avant vous, ont fait, et vous êtes avec eux, vous n'êtes pas contre eux. Sinon, et c'est ce que le système veut, c'est que vous soyez le nouveau qui efface le précédent. Donc la question de l'affiliation, pour moi, c'est une des clés de l'infrastructure décoloniale. Et c'est la plus difficile dans un moment néolibéral où on va flatter les derniers arrivés en disant « Oh, vous, enfin, par rapport à ceux d'avant, là, qui étaient hyper radicaux, hyper chiants, tu vois, Marbeuf, il est trop rentre-dedans, mais toi, tu écoutes, c'est bien, quoi. » Tu vois, ce piège-là, ça peut pas fonctionner, ça devrait pas fonctionner. Il devrait y avoir une discipline dans nos communautés qui dit « Excuse-moi, mais moi, je me relie d'abord à lui avant de me relier à toi. » Ça ne m'empêche pas d'être dans la pièce, parce que je dois trouver quelque... Mais je sais à qui je me relie, je connais mon histoire. Et ça, cette grammaire est notre histoire, avec même des choses qui ont pu être fragiles, des choses qui n'ont été pas complètement réussies, des choses qui... Il faut vraiment faire ce travail-là. Et là, je trouve qu'effectivement, on trouve une solution à ce sentiment d'abord de répétition, mais aussi de faire porter sur les épaules de chaque individu qui arrive, de réussir le grand truc, quoi. Comment tu vas faire un film décolonial, toi, tout seul, comme réalisateur? Désolé, moi, j'ai pas envie de mettre la pression sur les nôtres là-dessus. J'ai envie de dire, tu vas faire un bout de la question, et d'autres font d'autres bouts, et normalement, avec tous ces bouts-là, on a notre cinéma décolonial. J'ai l'impression que je suis celle qui va donner l'exemple. Enfin, dans le sens, il y a la théorie, puis l'exemple. mais en fait, il y a un peu de ça, parce que je me rends compte qu'en t'écoutant parler, cette question de se sentir le premier ou la première, effectivement, c'est écrasant. C'est très écrasant. Et puis, c'est une pression...
Enfin, c'est pas une place juste, tout simplement. Et je me souviendrai toujours, il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, il y a peut-être 3 ans, j'ai été à une conférence tenue par une chercheuse qui s'appelle Léa Morin et qui donnait une espèce de conférence poétique justement sur l'histoire d'un cinéma décolonial, voilà, depuis... qui commence dans les années 50, 60, et je découvre à travers cette conférence toute une série de réalisateurs, et c'est exactement ce dont tu parles, une filiation en fait. Et je me souviens de la sensation que ça a créé dans mon corps, réellement. C'est-à-dire qu'il y a un poids qui s'est allégé, et je me suis dit, il y a des gens avant moi, je fais partie d'une histoire. Et ça, c'est quelque chose qui m'accompagne encore très fort aujourd'hui et quelque chose que j'ai envie de continuer à travailler ici à Bruxelles parce que je trouve qu'on manque justement d'espace où on peut retracer cette filiation. Mais parce que ça produit quelque chose, ça donne du pouvoir en fait, de faire partie d'une histoire et de se rendre compte qu'on n'est pas les premiers et surtout qu'on n'est pas seul du coup. Il y a cet enjeu de solitude en fait. Et voilà, ça m'a rappelé ça et en fait, voilà, je voulais raconter que ça produit des choses dans le corps réellement, quoi. Je voulais dire pour ceux qui la cherchent, la conférence s'appelle « Les films qui n'existent pas existent ». Et c'est justement en fait cette idée de ce qu'on te dit qui n'existe pas, en fait existe. Quand on dit c'est la première fois, en fait il y a des fois d'avant qu'on te dit qu'il n'existe pas, mais ces choses-là existent. Et voilà, je trouvais ça important parce que du coup Léa est une amie et on a beaucoup discuté de cette notion de ce qui n'existe pas existe. C'est-à-dire que nous, on ne doit pas se laisser convaincre qu'une chose n'existe pas, il faut qu'on aille chercher, quoi. Effectivement, dans cette conférence, on voit bien le travail de recherche rocambolesque qui doit être fait. Et c'est un travail qu'elle mène depuis, je sais pas moi, 2 décennies, j'en sais rien, pour aller chercher des bribes de choses qui ont existé. Et parfois, c'est des extraits de films, parfois, c'est des extraits de scénarios, parfois, c'est des films entiers ou des articles. Et en fait, il y a une panoplie de choses qui ont existé, évidemment, souvent hors circuit, pour plein de raisons, sur les questions d'infrastructure, sur des films qui auraient pu voir le jour mais qui n'ont pas pu parce que c'était parlé en créole et qu'on ne finançait pas des films en créole. Et en fait, il y a une espèce de pieuvre comme ça d'héritage en fait, qu'elle réussit à nous amener. C'est très, 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 très puissant, en effet. Ouais. Un dernier ajout, parce que c'est vraiment un très bon exemple, et merci de l'apporter. C'est qu'avec Léa, en fait, on s'est aussi interrogé sur une autre chose, parce que vous savez que dans la recherche universitaire sur le cinéma, le film rare, pas montré, tout ça, est très recherché. Il y a une espèce de rareté extractiviste qui rejoue. Et avec Léa, on a beaucoup travaillé sur les motifs politiques qui font qu'un film n'a pas été montré, pour rappeler, de dire, c'est pas tant le retrouver, l'enjeu, que de retrouver en fait les conditions qui l'ont empêché d'être montré. Comme ce que tu racontes, Tom, sur ton expérience du film, pour moi, ce que j'appelle un film, c'est ton film plus que ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, quelque part, quelque chose qui rajoute une couche, au lieu de penser le film complètement autonome de son contexte et pouvant fonctionner comme un objet autonome, l'autonomie de l'art telle qu'elle nous a été vendue dans la modernité coloniale. Là, on revient sur le rapport au fait que peut-être le cinéma n'est pas autonome et il faut qu'il soit toujours reparlé. Et donc un film rare qui va être découvert par un universitaire qui a le privilège de pouvoir faire des voyages, chercher et tout, il peut restituer que le film. Moi, j'ai trouvé une bande qui n'a jamais été montrée du début du cinéma marocain militant, etc. Ou alors, tu restitues pourquoi la bande n'a jamais été montrée. De quelle lutte on parle ? Et donc, tu réactualises les contextes de non-monstration plutôt que de fétichiser la rareté. Tu dis, en fait, il faut raconter l'histoire en même temps qu'on monte le film. Et c'est ça la qualité, je dirais, de production du film. Il est reproduit en quelque sorte. Moi, quand tu parles de ton film, je pense que tu le produis de nouveau. C'est-à-dire que tu le reproduis dans d'autres conditions. C'est-à-dire que tu mets à jour ces conditions de production puisque tu reviens sur l'objet et tu fais une reprise, répétition, comme le fait Léa pour ces films-là, en disant qu'ils n'ont pas été montrés, mais ça raconte une histoire du pouvoir au Maroc, ça raconte une histoire des tentatives d'autonomie, ça raconte des histoires de genre, évidemment, etc. Et donc la restitution des conditions est pour moi une mode de reproduction, comme si on faisait un nouveau tirage photographique, où on retirait la pellicule avec des éléments politiques et sociologiques qui développent le film vers le présent. J'avais toute une série de... Non, absolument pas
d'excuses, c'est passionnant. Et après, ça entraîne plein de ramifications différentes. Moi, j'avais aussi une autre série d'idées reçues à déconstruire ensemble, mais j'ai plutôt envie là de rentrer dans le vif du sujet par rapport à ce que tu viens de dénoncer là, Olivier, justement sur les conditions de production. Et reproduisons alors toutes ces productions qui ont été faites. Mais justement, Tom, pour faire le lien directement, raconte-nous justement dans quelles conditions ce film a pu être fait et ce que ça peut entraîner aussi alors comme partage d'expérience et comme faire en sorte que voilà, on ne retombe plus dans les mêmes peut-être travers, les pièges et que ça puisse aller plus loin. Alors, l'argent. Quand je parle de production, c'est vraiment l'argent. Le financement, la production, la diffusion. L'argent. Oui, etc., alors, tout ce que tu vois autour de ce film. C'est l'argent, yes là. Non, mais qu'est-ce que en gros, moi du coup j'ai commencé le film il y a 5 ans. Enfin, j'ai commencé à écrire il y a 5 ans. Et j'ai commencé d'abord tout seul en faisant des interviews. Enfin, j'avais loué une caméra et j'avais commencé à faire des interviews. Et avec ces images, j'ai démarché donc, des boîtes de production. Et voilà. Et après, il se trouve qu'on a commencé à collaborer avec le Centre Vidéo de Bruxelles. Et ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai senti aussi à la base. Je ne savais pas du tout quelle forme allait prendre le film. J'avais en tête le film d'Amandine Gay, Ouvrir la voie. Et j'imaginais un documentaire où il y avait des paroles qui étaient données comme ça à l'écran. Et en fait, petit à petit, c'est devenu une écriture, une fiction, dans la collaboration aussi avec les productrices. Mais en fait, j'ai aussi senti que, de toute façon, voilà, comme je le disais, on est dans le monde dans lequel on est, et je savais que le sujet pouvait intéresser. Et en fait, je ne vais pas dire que j'ai joué avec ça, mais quand j'ai déposé un dossier à la commission du cinéma en Belgique, et que je passe à un oral et on est face à un jury, on sent que c'est des personnes qui peuvent être intéressées, même si elles savent pas ce que c'est, mais elles s'intéressent quand même à la chose. Et du coup, je sens que je cochais des cases. Et ce qui est délicat, c'est de vouloir justement, c'est parce qu'on a besoin d'argent pour faire un film. On a besoin d'argent. Aujourd'hui, on peut. Olivier, tu disais dans une interview qu'aujourd'hui, il y a les caméras. Enfin, on peut facilement avoir une caméra. On peut facilement. C'est vrai que c'est beaucoup. Enfin, il y a beaucoup. Il y a des manières de faire des films. Il y a beaucoup plus de manières qu'avant. Mais quand même, en fait, je suis désolé, mais la post-production, tout, même pour que le film soit vu, ça coûte de l'argent. Et du coup, moi, j'ai été confronté, c'est ça, entre le dilemme, entre la volonté de faire un film un peu pirate, parce que j'avais envie vraiment de faire aucun compromis. Et je pense que j'en ai quasi pas fait. J'ai eu la chance de quasi pas en faire, mais de vraiment me sentir libre, comme si l'argent m'appartenait et que je faisais ce que je voulais. Non, et en fait, il y a un moment donné, il y a des choses à respecter, que ce soit des comment on appelle ça, des autorisations pour tourner dans tel lieu, pour tourner en ville, voilà. Et en fait, moi, j'avais envie de faire. Là, j'ai dit le premier jour, on était en mode pirate, on est allé faire une avant-première. Voilà. Enfin, je vais pas en dire plus. Vous verrez le film. Mais enfin, il y avait un côté quand même pirate, et j'avais envie de garder ça. Et donc, le film aussi s'est fait en plusieurs étapes, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Même si on a réussi à avoir de l'argent de la commission, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il manquait d'argent. Et du coup, moi, j'étais contraint. Enfin, on me disait de faire le film en 13 jours. Je ne voyais pas faire le film en 13 jours. Et voilà, il y a eu quand même des discussions où j'ai dû tenir bon en me disant non, on va retrouver de l'argent. Après, on a fait une coproduction avec la France, mais on va retrouver de l'argent pour que le film pour aller au bout de l'idée, quoi. Et donc le film s'est fait je ne sais plus en combien de temps on a tourné. Le premier jour de tournage, c'était en avril 2023, et le dernier jour,
c'était en février 2025. Donc il y a eu plusieurs étapes et entre deux aussi ça m'a permis de réécrire des choses et puis aussi moi j'ai changé à travers le film. C'est vrai qu'au départ j'avais pas du tout la même idée de film et comme je disais j'ai évolué dans le sens aussi où moi à la base je partais de ce constat d'acteur à qui on propose que des rôles hyper clichés et qui en avait marre et qui avait envie que ça change, à devenir réalisateur pour justement changer ça, en me disant mais en fait ça change rien parce qu'en fait il faut devenir producteur, mais en fait même si tu deviens producteur il faut aller dans les commissions et j'encourage les nouvelles générations aussi à aller dans les commissions et parce que en fait c'est ça, c'est aussi là moi justement c'est après ce film que j'ai postulé pour être dans la commission du cinéma parce que je sentais que et je me sentais complètement légitime alors que on pourrait se dire j'aurais pu me dire oui je suis comédien et voilà, il y a quand même des gens qui ont plus d'expérience et tout, mais je me sentais complètement légitime rien que par le fait par mon expérience d'acteur avec toutes les violences que j'ai pu subir, j'étais là non mais en fait on va dire que je suis pas expert mais je suis expert sur ce que sur les comment dire voilà exactement les angles morts voilà mais voilà je sais plus ce que j'ai fini. J'ai pas conclu ce que je disais, mais bon, ça va dans tous les sens. Hein, bon. T'es sûr d'avoir fini ? Ouais, je pense, ouais. Ouais, ok. Parce que c'était quoi ? Voilà, c'était. Ouais, parce que sur l'extractivisme, quoi, on a pas mal abordé les choses. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin peut-être tout à l'heure, mais moi, il y a peut-être une idée reçue aussi que j'aimerais qu'on questionne ici. C'est comment justement on a cette impression qu'il y a beaucoup plus de visibilité des personnes racisées et de leurs récits dans nos médias, dans les productions, et est-ce que ça entraîne forcément de la décolonialité ? Je ne sais pas, voilà, est-ce que c'est une nouvelle forme de contrôle ? C'est ce que tu parlais, donc d'extractivisme, de contrôle des structures qui surfent sur cette vague pour paraître plus ouvert sur ces questions décoloniales, ou on se fait complètement avoir, quoi. Est-ce que voilà, c'était vraiment de pouvoir aller plus loin sur ça. C'est bizarre de se poser la question pour seulement le cinéma. Si tu te posais la question pour les marques de basket, par exemple, tu aurais la réponse, quoi. Ça fait quand même assez longtemps, en fait, que des personnes racisées vendent des marques de basket. Ça n'a pas décolonisé la fabrique de basket d'avoir des Noirs et des gens fluides qui en portent. J'avais eu même, il y a 2 ans de ça, je crois qu'il y avait une marque, je ne sais plus si c'était pour iPhone, je crois. Je ne sais pas si c'est iPhone ou Adidas, mais c'était en tout cas une pub où je pense qu'il n'y avait ni personne blanche, ni personne cis dedans. Tout le monde était totalement fluide. Je crois que c'était pour iPhone. Tu vois, tu as 2 minutes d'hyper-fluidité. Je veux dire, à un moment donné où on se prend les gouvernements qu'on a partout dans le monde, quoi. Je sais pas, la réponse est dans la question. Je veux dire, à un moment donné, la représentation à elle seule, c'est comme quand je disais, on ne peut pas faire porter sur les épaules d'un acteur, d'un réalisateur, à lui ou à elle seule, toute la transformation parce qu'elle se passe à plusieurs niveaux. La représentation n'a pas aucune fonction, mais à elle seule ne transforme pas totalement cette situation, puisqu'il s'agit en fait de savoir ce qui donne du pouvoir et de la puissance. Quand Tom se pose la question des commissions, il se pose une question de manière assez matérialiste. En fait, si tu remontes dans le cinéma, en tout cas subventionné par la puissance publique, l'endroit où se jouent donc des décisions, c'est les commissions. Je sais pas, il y a pas mal de films que vous n'auriez peut-être pas vus à l'écran s'il n'y avait pas eu quelques, alliances un peu secrètes, etc. Il y a certains films d'Alice Diop, où moi j'ai été dans des commissions, et inversement, elle a été dans les commissions des films que j'ai produits, où en fait, tout ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'en fait, je me rappelle, je ne peux pas citer évidemment la commission il s'agit ici, mais c'était plutôt en art, où un responsable d'une commission me dit à la fin d'un premier cycle, « Vous avez bien fait votre affaire, Olivier ». Je dis « Pourquoi vous me dites ça à moi ?»
Non, mais je dis ça, mais je dis rien, mais vous avez bien fait votre affaire, vous êtes arrivé à vos fins. Je dis, ah bon, bah quoi ? Et il me dit, parce que nous, vous voyez, on a une tradition ici, c'est vraiment, en fait, de faire en sorte d'obtenir un choix qui est le plus neutre et central par rapport à toutes les questions qui se viennent à nous. Mais je dis oui, mais votre milieu à vous et pas mon milieu à moi. Parce que moi, j'avais voté que pour des films racisés. Et quand je fais des commissions, je vote à 100% pour des personnes racisées, tout le temps, indéfiniment. Comme il faudrait faire des acquisitions d'œuvres de femmes pendant 100 ans. Et quand on aurait 50-50 hommes et femmes, après, on pourrait recommencer à discuter. Mais pour l'instant, il ne faut pas discuter, quoi. Et donc, globalement, il voulait dire « Ah, on a compris, quoi, les noirs, les queers, tout ça, c'est trop... » Et je dis « Non, mais si tu m'en donnes 10 de plus, j'en rajoute 10, quoi, tu vois. Franchement, il n'y a aucune limite. » Et lui, il pensait que se jouait à cet endroit-là une forme de ma légitimité intellectuelle. Il me dit « On vous a fait venir ici parce que tout le monde vous respecte, machin et tout. » Et je dis bah, « Mais c'est bien sûr, je joue ma légitimité intellectuelle par rapport au mien. » Je veux dire, pas par rapport à vous. Et c'est exactement cette question du regard. Au regard de qui on veut être légitime, au regard de qui on veut être reconnu. Le travail de décolonisation, c'est un travail sur ses propres désirs. Ça prend un temps énorme, en tout cas moi ça m'a pris beaucoup de temps de sortir de la volonté d'avoir une validation pour des gens qui ne sont pas importants pour toi. Parce que quelque part, sinon, ce cinéma minoritaire, il vient renforcer en fait légitimité. Plus que ce que tu dis, c'est qu'en gros, ce regard qui regarde ton travail a de la valeur. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire, si tu demandes d'être reconnu par une infrastructure de la blanchité, bah, tu lui donnes de la valeur. Tu dis, donc elle est là, sa reconnaissance vaut quelque chose. Moi, ce que j'affirme, je dis, moi, je m'en fous en fait de ce que vous pensez, et ça met du temps à faire ça. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des attitudes, notamment en commission, de choisir que des personnes racisées en permanence. Partout où tu m'inviteras, je ferai toujours ça. Ça devient un statement, ça devient un truc que je peux articuler dès lors qu'en fait on occupe 3% des collections d'art contemporain en France ou très peu de pourcents dans la... Tu peux faire ça très longtemps sans que ce soit un truc criminel, mais juste un truc... Moi, je suis mathématicien de formation, c'est de l'arithmétique, hein. C'est juste arithmétique. Si tu représentes X% de la population et tu ne représentes pas X% de la création, eh ben, il faut travailler pour qu'une fois qu'on en est là, parce qu'on a quand même un vrai horizon, cette attitude décoloniale militante, elle vise à arriver à un endroit où ça ne servira plus à rien de penser comme ça. Aux gens qui posent la question, c'est quoi notre horizon ? C'est d'arriver à l'endroit où il n'y a plus besoin de le faire. Mais tant qu'il y a besoin de le faire de manière extrêmement aiguë, extrêmement permanente, est un acte qui est beaucoup plus intéressant que de se faire enrhumer, quoi, et de voter pour 3 films blancs de merde parce qu'il y a une personne noire que tu veux défendre, quoi, en disant ouais, ce serait bien. Alors c'est pétrole contre riz, une commission, hein, je ne sais pas si vous savez. Donc des fois tu lâches un peu, mais tu fais du chantage aussi. Tu vois, le chantage affectif des personnes qui disent Olivier, quand même, ça, c'est quand même pas mal. Et là tu dis non, mais moi je vous ai parlé d'un truc avant, là, je vous rappelais, j'ai parlé de ça, et donc tu fais des négociations. Et donc ces négociations-là, c'est tous nos rapports de force qui se jouent. Parce que quand tu es la seule personne racisée, la négociation, elle est hardcore. Donc, il faut être un peu ouf quand même. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tenir des lignes très dures parce que tu es tout seul, en fait. Donc, tu dis, si moi, je négocie et finalement... parce qu'en fait, le problème que tu as sur des commissions, ça tu dois le savoir, Tom, c'est que ton nom, il va être écrit. Ton nom, quand la commission est passée... Quand les gens ils cherchent, ils disent dans cette commission il y avait un tel. Moi j'ai envie qu'ils se rappellent, tu sais, c'est comme les pics, tu vois, d'un électroencéphalogramme, quoi. Moi je veux dire quand j'étais en commission, j'ai envie qu'ils voient le pic, les amis, quoi. J'ai envie qu'ils ok, le gars il a fait 3 ans de commission, ça se voit. Parce que si ça se voit pas, ben, du coup tu te déshonores par rapport au tien. Je veux dire, ça c'est dans l'autre sens. Si tu considères qu'il y a un regard qui compte, faut que les gens ils disent quand le gars est venu, waouh, le gars il est allé. Parce que la réputation, elle ne compte que vis-à-vis des siens. La réputation vis-à-vis de l'institution française blanche, désolé, c'est de ça qu'on doit se débarrasser si on veut devenir décolonial. Donc désolé pour le statement. Tom, grosse pression, une fois que tu seras dans la commission, tu sais ce qu'il te reste à faire. Non mais c'est très bien parce que vraiment tu touches du doigt justement quelles sont les possibilités d'action qui s'offrent à nous dans cette situation et comment on tient, avec qui on tient, comment on pense cette solidarité finalement que tu mentionnes depuis tout à l'heure, la transmission, la solidarité, le fait de s'inscrire dans une
dans une historicité du combat et de la lutte décoloniale, dans un contexte forcément d'isolement, de rareté, de concurrence, de précarité. Cette solidarité, elle n'a rien d'évident en fait. Quand tu sais que le nerf de la guerre, effectivement, c'est les rapports de pouvoir, c'est l'argent, etc. C'est chacun pourrait être dans une approche de chacun pour soi. Tu as une réponse très claire par rapport à ça, par rapport à ce que tu viens d'évoquer, ne serait-ce que pour soutenir tous les projets racisés qui se présentent à soi quand on est en position de pouvoir les soutenir. Quel type d'action vous développez, vous, chacun, chacune, à votre échelle? Comment vous voyez les choses? Tu parlais tout à l'heure, Tom, de ton film, que en fait, c'était très basique. Tu as voulu qu'il y ait de la place pour toutes les personnes racisées autour de toi et que ce soit composé de personnes racisées. Quelles sont les autres possibilités? Quelles sont les autres actions qui s'offrent à vous? Samira? Bon, déjà, moi, j'ai fait un documentaire sur ma famille et je pense qu'à cet endroit-là, pour moi, il y avait la question de l'adresse, elle était hyper importante très vite dans ce premier projet. Et effectivement, à qui je m'adresse, bien sûr, évidemment, officiellement, on s'adresse à tout le monde, mais je sais très bien que dans mon fort intérieur, une projection, j'ai eu une première en Suisse, par exemple, sur le plan de ce que ça représente dans le milieu du cinéma, effectivement, c'était plutôt positif et important à cet endroit-là. Et donc, oui, j'ai été, la reconnaissance, c'est super, la projection était très belle, des personnes, une salle à majorité blanche qui réagit positivement, qui est touchée, c'est du bonus. Mais la projection qui m'a le plus inquiétée et préoccupée, dont j'attendais le plus, c'était celle ici chez moi à Bruxelles, devant les miens, devant mes amis, ma famille élargie. C'est est-ce que je vais être excommuniée ou pas? il y avait vraiment cet enjeu-là qui était... et bien sûr, je m'étais posé ces questions-là avant même de finir mon film. Et donc la question du regard des nôtres, elle est enfin, en tout cas pour moi, elle m'accompagne tout le temps parce que c'est ça aussi le poids, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se rend visible, en fait aussi, on se met à raconter des histoires, on se rend visible, il y a une attente, inévitablement, il y a une attente et on ne peut pas répondre à toutes les attentes, c'est inévitable. Mais en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de joie aussi à recevoir les retours des personnes et même de recevoir leurs observations quant à ce qui leur manquait dans le film, en fait. Et c'est tout aussi important, en fait. Je me rappelle parce que je pense que ça se joue aussi à ces endroits-là, en fait. C'est vraiment... je ne suis pas du tout au niveau on pourra parler des infrastructures, parce que, évidemment, c'est une question de travail aussi, mais je veux dire, je me rappelle d'une projection où une personne m'a dit tout simplement ah, tu as filmé le Rif, mais pourquoi tu as filmé que les villages et tu n'as pas filmé les villes? Il y a des villes. Enfin, c'est-à-dire que de montrer une image moderne et positive du pays. Enfin, c'est comme ça que je l'avais compris. Et une personne a pris la parole à ma place, je ne rentre pas dans les détails, mais en voulant me défendre et quelque part en reprochant à la personne sa remarque. Et donc j'ai dû reprendre et en disant je sais, j'aurais tellement voulu aussi pouvoir montrer toutes ces images. Parce qu'en fait, montrer des films aux nôtres, c'est travailler avec des blessures, avec des manques, et en fait c'est tout ça c'est ce poids-là aussi que je prends avec joie, mais c'est quelque chose auquel on doit penser. Il y a beaucoup de blessures, en fait. Être décolonial, c'est... enfin, j'en sais rien, ça me fait peur de dire être décolonial, mais je pense que c'est ça aussi, c'est d'accueillir nos complexités, d'avoir beaucoup de bienveillance là-dessus, d'entendre qu'il y a des formes de susceptibilité, parce qu'elles ont une explication, elles ont une origine. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'essaye d'aborder la chose. Et par rapport moi aussi, je me suis mis à la commission après mon premier film.
Et en fait, oui, pour moi, je sais qu'à la fédération ici en Belgique, ils ont mis en place une commission diversité, un comité diversité. Et en fait, ils essayent de mettre en place des choses. On va dire c'est bien, hein, voilà. Mais en fait, c'est toujours à l'endroit du scénario et des rôles. Hein, d'essayer qu'il y ait de la diversité dans les peut-être que c'est un peu plus que moi, qu'il y ait plus de diversité dans les films proposés. Mais rien sur la diversité dans les porteurs de projets, en fait, et dans les réalisateurs. Et ça, c'est quand même... Alors, je veux bien qu'il y ait des angles morts et qu'on ne pense pas à tout, mais ça, c'est quand même énorme. Je veux dire, c'est quand même... Donc, et en fait, il y a aussi... je pense que... Enfin, j'ai envie de croire quand même à cette histoire d'angle mort. Bon, voilà. Et qu'il y a... Parce que sinon, c'est trop déprimant. Et qu'il y a une difficulté à accéder, à savoir comment faire, à savoir comment s'y prendre. Mais en tout cas, c'est un nœud énorme. Comment c'est possible qu'on réfléchit à comment améliorer des scénarios de scénaristes majoritairement, issus de la majorité, tout simplement, mais qu'on ne se dise pas comment on fait pour qu'il y ait plus de réalisateurs issus de cette pseudo-diversité, qu'on appelle la diversité. Et voilà, donc pour moi, ça c'est, je veux dire, c'est un truc très simple qui reste impensé jusqu'aujourd'hui, quoi. Voilà. En tout cas, il n'y a pas d'action qui est mise en place. Et j'ai l'impression que c'est là qu'il faut miser, quoi. Et donc le fait d'être à la commission, d'être autour de la table de décision, c'est ma façon à moi de contribuer. C'est du travail, hein, de lire 30 dossiers, voilà. Mais c'est ma contribution, quoi. Voilà. Non, mais du coup, je vais rebondir. Tu parlais de la note sur la diversité. Dans la commission, au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ils ont instauré une note sur la diversité. Dès que tu déposes un dossier, maintenant, tu dois expliquer, tu dois parler de la diversité devant la caméra et derrière la caméra. Et bon, c'était une belle initiative à la base qui, en fait, qui résonne mal aujourd'hui, je trouve, parce que, en fait, comme je le disais tout à l'heure, on ne parle pas de représentativité, on parle pas de... en fait, je le vois, vu que je lis des dossiers, je vois des gens qui mettent, oui, nous avons fait l'effort de mettre 3 personnes d'Afrique du Nord en rôle principal pour jouer des terroristes. Non, mais c'est... Donc... mais non, mais c'est vraiment ça. Donc, ou alors, et souvent, non, mais ce que je vois, pour prendre l'exemple un peu vraiment, c'est souvent des hommes, réalisateurs, qui vont dire j'ai fait le choix de parler d'un pan de la société dont on ne parle pas assez, une femme divorcée avec ses 2 enfants, et c'est souvent ça, c'est souvent des hommes qui vont parler, des hommes blancs qui vont parler de choses. Et du coup, oui, la question que se pose la commission, je pense, c'était oui, comment essayer d'amener plus de diversité. Là, en fait, c'est juste... c'est très, très en surface. Elle voudrait que les réalisateuristes se posent la question, mais bon, ça reste très en surface. Voilà. Et pour revenir à ce qu'on disait juste avant, moi, j'ai vraiment eu... c'était dans le parcours de mon film, il y a eu deux moments qui m'ont marqué. Je parlais de Raoul Peck tout à l'heure, qui en fait essayait de trouver, mais sûrement que tu pourras en dire plus après Olivier, mais qui m'avait vraiment dit, essaye de trouver des chemins pas classiques, quoi, de sortir des rails. Et après, bon, il n'est pas au même endroit, hein, mais quand même, il est passé par ces galères, et jusqu'à ce que de ce que j'ai compris, ou mon impression, c'est qu'il a vraiment galéré à faire entendre sa voix, et c'est aux États-Unis qu'il a trouvé écho. Il a été produit, il a fait une série de documentaires, c'est ça, une série de documentaires, Exterminer toutes ces brutes, qui a été produit par HBO quand même, et aussi une plus jeune Johanna, j'ai oublié son famille, et qui me disait, j'étais encore à Paris cette fois-là, et on discutait justement, on avait un peu les mêmes questions qu'aujourd'hui. Elle me disait, mais en fait, moi, j'arrête d'aller voir les commissions parce qu'ils comprennent rien.
Ils comprennent pas, ils me comprennent pas. Et j'ai envoyé mon truc à Netflix et ils m'ont dit banco. Le problème que ça pose, c'est est-ce qu'on met en parallèle ou comment dire, est-ce qu'on met en opposition, merci, le décolonialisme et le capitalisme, et parce que c'est quand même une pensée capitaliste de dire moi je m'en fous, enfin après il faut vivre avec, enfin cette personne essayait d'évoluer comme elle pouvait dans le milieu dans lequel on est. C'est Johanna Maccabi. Merci. Merci. Tu le devinais. Et elle m'a dit, moi, je m'en fous. Mais franchement, ça m'a parlé parce qu'elle m'a dit, elle disait, je fais ma pub sur TikTok, j'utilise les réseaux. Il y a Netflix qui m'a appelé et en fait, je prends des chemins parallèles et je fais mon bout de chemin comme ça parce que je prends là où on m'écoute en fait, là où voilà. Mais... Après, ce qui est intéressant dans ce que tu poses, juste si je puis me permettre, c'est qu'il faut un retour d'expérience. On en a parlé aussi avec Camille. On est plein à avoir pris des chemins différents. Moi, je connais Johanna, il y a plein de gens entre elle et moi aussi, d'autres générations. Ce qui manque, je trouve, dans les expériences, dans les hypothèses qui sont posées de « moi, je fais comme ci, moi, je fais comme ça », ce qui manque, c'est un retour d'expérience. Il y a des gens qui ont promis, moi j'étais plus jeune, il y a 20, 25 ans, de changer l'institution par l'intérieur. Moi, j'aimerais bien qu'ils nous racontent ce qui s'est passé quand même, quoi. Non, mais juste comme ça, tu sais si c'est une bonne idée ou pas. Parce que sinon, on reste sur des fausses bonnes idées pendant assez longtemps. Quand tu vas travailler avec un certain type de personnes, en fait, ça peut se passer très mal. Et puis finalement, ça va être tu parce que économiquement, ça t'agrave. Et c'est dommage parce qu'en quelque part, en fait, c'est une hypothèse qui serait bon à savoir ce qu'il y a à en tirer ou pas. Et comme quand tu parlais de ton film, moi, je trouve que le trouver les espaces dans lesquels on a des retours d'expérience, on arrive à se dire, peut-être de manière un peu protégée, et peut-être dans des cercles qui se définissent, comment ça se passe. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Mais quand même, ce serait quand même utile, parce que sinon, l'hypothèse, elle reste ouverte comme positive, et beaucoup de gens vont s'y casser les dents, parce que même la personne que tu vas prendre comme exemple s'y sera peut-être cassé les dents en réalité. Et ça, en fait, si tu n'as pas l'espace pour le savoir, et moi, c'est un peu ça que j'ai travaillé avec mes collègues, de constituer des cercles et des espaces dans lesquels on peut se parler de nos retours d'expérience pour constituer un savoir qui nous appartient et qu'on arrête d'avancer sur des hypothèses qui n'ont pas été vérifiées ou alors qui ont été vérifiées par les nôtres mais qui n'ont pas été retraduites. C'est ça l'affiliation dont je parle aussi. L'affiliation, c'est aussi ceux qui ont essayé de faire un truc et qui te disent « Attends, il y a un truc que tu n'as peut-être pas vu ». Mais qu'en fait, il y a ça que moi, en le faisant, je me suis rendu compte, ou ça, ou ça, ou ça. Et ça veut dire que nos expériences, aussi diverses soient-elles, au moins elles participent à un projet commun, tu vois, plutôt que d'être... En tout cas, publiquement, c'est dur. Oui, mais peut-être qu'il ne faut pas le faire publiquement, parce que s'exposer publiquement, c'est participer à un marché dans lequel on est exposé. Et je voulais juste, peut-être pour répondre sur ce que tu as dit, par rapport à la question d'y aller et de participer, pour moi, cette chose, en fait, elle ne fonctionne pas toute seule. Elle est en fait en dialectique avec quelque chose qui est fondamental pour moi, notamment pour les politiques noires, historiquement, c'est les politiques du refus. Moi, s'il y a des trucs que je fais, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses que je refuse de faire. Et paradoxalement, quand tu fais, ça te donne un rapport de force, puisqu'il y a beaucoup de choses que tu refuses. Si on t'a invité à passer à 10 fois dans 10 commissions, à la 11e, quand tu y vas, en fait, on t'a invité 10 fois, quoi. Et ça, c'est un truc important parce que je pense que le cinéma, c'est une machine à faire quoi qu'il arrive. Et pour moi, un cinéma décolonial, c'est un cinéma où peut-être qu'à la fin, le film ne sera pas fait. Il n'est pas possible de le faire. On se rend compte en le faisant que ça ne va pas, qu'on rentre dans des conditions qui vont contre ce qu'on veut faire. L'idée d'un film, il y aura forcément un film à la fin, est une idée problématique en tant que telle, à laquelle, évidemment, les artistes participent parce qu'ils ont besoin de faire des œuvres pour avancer, mais se recréer les conditions, y compris en dialogue avec les institutions de tutelle. L'un des feedbacks décoloniales pour moi, ce serait de dire au centre Bruxelles, aux institutions wallonnes ou flamandes d'ici ou au CNC en France, qu'il peut y avoir dans le contrat des conditions de non-réalisation. C'est-à-dire, on a rencontré dans le process du film quelque chose qui fait qu'en fait, on ne peut pas continuer à le faire. Et ça peut être traduit de manière suffisamment riche et intéressante pour que le fait de ne pas faire produise quelque chose. L'héritage central, le moins bien partagé des cultures minoritaires et des cultures racisées,
sont la résistance par le refus. Le féminisme noir est construit sur le principe de refuser de participer, de donner son corps à... Et en fait, nous-mêmes, on est complètement pris dans une performativité de faire. Moi, je viens d'un milieu ouvrier, donc il faut faire, le travail, c'est réaliser. Et je trouve que la politique de la grève noire et la politique de la grève minoritaire nous donnerait beaucoup plus de force quand on agit, parce que quand on y va, on a la capacité, on a derrière nous la possibilité de faire la grève. On a la possibilité de dire non. Tant qu'on se coupe la possibilité de dire non, quand on dit oui, on est remplaçable par tout et n'importe qui. Et ça, pour le coup, c'est un témoignage personnel. En construisant mon parcours sur le fait de non seulement faire, mais aussi refuser, tu donnes de la force à ce que tu fais et tu as des meilleures conditions de travail. Et ça, c'est voilà, la recette que je voudrais partager avec les nôtres. Il faut apprendre à refuser et construire les conditions pour refuser. Si on refuse jamais, on est remplaçable. C'est aussi simple que ça. Merci, mais oui, je vais donner la parole, Camille, sur ce point-là. Non, mais juste pour revenir effectivement sur cette idée de changer le système de l'intérieur, de rentrer, de participer, c'est vrai que je pense que, je ne vais pas m'exprimer très bien, je le sens, mais sur cette question-là, je pense qu'il y a aussi le fait que parfois, enfin en tout cas moi ça a été mon expérience, moi j'ai préféré aller travailler dans un cinéma de plus en plus commercial. J'ai préféré, à la suite de l'Instas, aller travailler pour un producteur qui disait « Moi, je vends des films, mais je pourrais très bien vendre des cravates. » Et ça, d'un coup, ça a été pour moi une posture qui, ok, parce qu'il fallait, j'avais décidé un peu d'aller dans cette voie-là, il fallait gagner ma vie, quitte à gagner ma vie. Je préférais ne pas être polluée par tout un tas d'affects, d'hypocrisie, de participer à voilà, ce faux semblant néocolonial, de remplir des fiches diversité à longueur de journée. Là, j'étais avec des gens, les fiches diversité, ils en avaient rien à foutre. Moi, ça m'allait très bien, en fait. Je préférais ça. Et donc, c'est vrai que je m'interroge un peu sur on parlait de solidarité. Samira, tu parlais du fait que il y a presque à un moment donné la découverte de la pensée décoloniale, du discours décolonial, en tout cas des mots qu'on parvient enfin à mettre sur tout un tas d'affects, sur tout un tas de ressentis. Et je me demande comment ça se fait ici à Bruxelles. Ça existe depuis tellement longtemps, en fait, cette pensée-là, les gens qui la pensent et sont là depuis tellement longtemps. Et comment ça se fait qu'on a mis tellement de temps en fait, à les rencontrer, à avoir ces mots-là. Et c'est vrai que aujourd'hui, je me dis, voilà, il y a cet événement-ci. Ici, moi, je vous avoue, c'est la première fois que je viens ici au Hainaut. Et c'est vrai que pour moi, ça a été très difficile pendant très longtemps de venir dans des lieux comme celui-ci, qui sont les lieux où s'exprime quand même beaucoup tout ce qui concerne une pensée décoloniale. Et moi, c'était des lieux où, effectivement... Voilà, c'est des lieux où moi je n'ai pas, où personne dans ma famille allait venir, des lieux où on rencontre comme ça aussi, un peu comme on parlait de l'Instas, mais finalement une espèce de pureté militante, une espèce de voilà, enfin c'est vrai que c'est des lieux parfois où on arrive et puis on nous dit et toi tu milites où, comme si on nous demandait tu vas où à la piscine. Je dis moi je sais pas, moi je nage pas, je vais pas à la piscine, Enfin voilà, il y a dans cette question de solidarité, je me demande, mais voilà, qu'est-ce qui rend si difficile aussi de pouvoir l'accessibilité à ces lieux? Comment ça se fait qu'on a mis tellement de temps? Et puis, comment faire pour que ce soit quand même des espaces plus accessibles, du cinéma aussi plus accessible, parce qu'on dit ok, on va faire des films avec moins d'argent, on va mais finalement est-ce que c'est ça le désir de cinéma quand on vient de, enfin voilà, on a envie de faire des films Netflix, enfin c'est ce cinéma-là qui fait rêver, et donc finalement on va arriver à faire un cinéma qui ok là on va, mais qui sera, c'est vrai que c'est cette question de qui sera vu par qui, parce que c'est un cinéma qui est quand même très exigeant, d'aller voir des films où il y a bof le point, où il y a où ça bouge beaucoup, où c'est en amont, il y a des sous-titres, le soir c'est pas ça qu'on regarde, enfin voilà, j'ai des trucs, j'essaye, je mets 6 mois pour que ma famille regarde un truc et donc c'est vrai que alors finalement il y a tous les gens qui ont accès à tout un langage cinématographique, qui ont l'habitude, parce que c'est une habitude d'apprendre, d'arriver à regarder des choses comme ça, prendre le temps de rentrer pendant 2 heures dans un film qui n'est pas fait pour nécessairement voilà, pour qu'on mange du popcorn devant à l'aise. Et donc c'est vrai que finalement c'est alors des films qui finalement seront vus dans des espaces qui sont finalement très peu ouverts, et
et puis par qui, quoi. Parce qu'une fois qu'ils existent, qui les regardent, qui s'empare de cette question décoloniale, enfin, je veux dire, qui elle vient. Parce que si nous, on a mis tellement de temps en essayant de faire des films, en étant tellement de temps à y aller, ben, quid enfin voilà, pas bien, mais enfin voilà, j'ai un peu sur là-dessus. Je sais pas si c'est clair, possiblement pas, mais c'est super clair. Super clair, merci. Il reste très peu de temps et je voudrais vraiment vous laisser la possibilité de poser des questions aux intervenants et aux intervenantes. Moi, je vais arrêter d'essayer de ramer à poser des questions auxquelles Olivier a déjà répondu. Et voilà, on va pouvoir avancer. Mais je voudrais aussi remercier absolument le CVB parce que c'est très très riche, je trouve, comme panel. Vous avez pu vous en rendre compte, la complémentarité des approches et l'intérêt de chaque intervention à partir des expériences hyper situées. Voilà, moi j'ai appris énormément de choses personnellement, j'imagine que vous aussi. Et est-ce qu'il y a un micro qui circule dans la salle ? Et juste merci à toi avant quand même, parce que franchement, t'as su. Et voilà, n'hésitez pas à prendre la parole et à poser alors des questions s'il y a beaucoup de questions. Et comme il nous reste peut-être une vingtaine de minutes, à essayer de poser les questions les plus courtes possibles. Comme ça, chacun et chacune ici peut essayer de répondre aussi. Alors, super. Je ne voulais pas donner de directive pour que ce soit une parole de femme en premier, mais ça se fait tout seul et c'est génial. C'est pas vraiment vrai, mais ça va. Merci. C'est pas tant une question qu'une remarque sur le fait qu'en fait, on a parlé un tout petit peu d'infrastructure et de faire du cinéma par qui et pour qui. Et je trouve ça... Enfin, je sais pas, on est dans un espace qui a été organisé par le CVB. Et le CVB, justement, c'est une de leurs missions. C'est de faire du cinéma pour et par les gens qui le font. Ça n'a pas vraiment de sens ce que je dis, mais voilà. Ça n'a pas trop de sens si tu veux parler. Non, je sais pas. Je suis désolée, si oui, tu peux essayer de reformuler. Non, c'était juste une remarque pour dire que le CVB existe et répond en un certain sens à justement cette question de créer ces espaces, changer les infrastructures, enfin voilà. Bien sûr. Je sais pas. Merci. C'était une remarque. Oui. Ouais. Je sais pas si ça appelle une réaction de la part du CVB ou non. On va. Oui, si. Ok. on va laisser le CVB. Non, voilà, j'ai une question en fait pour Olivier Marbeuf, parce que la question de l'alliance en fait. Donc je suis directeur du CVB et j'essaye au CVB depuis plusieurs années, je dis que le problème ce sont les infrastructures. C'est que ces infrastructures ne sont pas prises en main par les personnes racisées et que c'est là réellement le problème et que donc que la manière de travailler, la culture, les centres d'intérêt, la manière de voir les choses, de voir le monde, ne bouge pas, puisque au sein des institutions, au sein des structures, ça ne bouge pas. Au CVB, j'essaye, avec mes moyens, de petit à petit engager des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont des personnes racisées. Tout récemment, on a engagé un producteur qui vient d'ailleurs. Et donc par là, de transformer de l'intérieur notre regard sur le monde. Mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que cette alliance, je vais parler comme ça, entre ces structures anciennes et coloniales et une nouvelle manière de voir les choses n'est pas possible ou pas souhaitable quand je vous entends. Alors, c'est que je me suis mal exprimé, alors je vais essayer de préciser. Pour moi, en fait, peut-être ce que vous dessinez là est incomplet, je dirais. C'est-à-dire que pour moi, en fait, je ne pense pas qu'on change des structures de l'intérieur seulement, mais qu'elles changent en réalité
de l'intérieur s'il y a un rapport de force extérieur, pour être plus précis. C'est-à-dire que les gens qui ont essayé de changer les structures de l'intérieur s'y sont cassés les dents, souvent parce que le contrat, on va dire, non dit d'être à l'intérieur est souvent un contrat de coupure avec ceux qui refusent d'être à l'intérieur. Moi, ce que je défends, c'est une alliance entre des politiques de refus et des politiques de collaboration. Et ce que je dis, c'est que la force de ce qui est à l'extérieur de l'institution, mais qui est sur l'agenda qui nous concerne, la force qui est mise, et je prends pour exemple le mouvement décolonial français, qui en 2 décennies a installé, avec maintenant ses propres chaînes YouTube qui sont quand même très suivies, avec ses propres livres, etc., un réseau d'influence qui change la manière dont on collabore à l'intérieur de l'institution. Donc, pourtant, c'est composé de beaucoup de gens qui ont globalement refusé de participer à l'institution, on comptera les partis politiques aussi, hein, d'accord, l'institution au sens large du terme, mais qui par contre n'ont pas refusé de participer à l'influence. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un refus qui est un refus, mais c'est une construction d'autres conditions de l'alliance. Si moi je pense que fondamentalement, en tant qu'être humain, comme horizon, on doit s'allier, c'est presque un non-sujet tellement c'est évident, je crois qu'on ne doit pas s'allier sous n'importe quelle condition, puisqu'en fait, il y a une histoire qui nous précède, et sans me montrer afro-pessimiste, je dis que l'histoire nous montre que l'alliance est dangereuse, et l'alliance peut nous perdre. Et l'une des propositions tactiques, c'est-à-dire de quelqu'un qui veut que ça advienne, et on est nombreux à vouloir que ça advienne, c'est de dire la meilleure manière de renforcer les conditions d'alliance avec l'institution, et dans l'institution, dans ce cas précis dont vous parlez, c'est d'avoir en fait un mouvement hors institution qui est fort. Ça se vérifie en France. Aujourd'hui, dans le monde de l'art notamment, peut-être plus que le cinéma, parce que c'est plus ancien, la présence d'un vrai mouvement intellectuel et esthétique décolonial qui est hors institution transforme complètement les conditions dans lesquelles les artistes et les professionnels sont accueillis dans l'institution. C'est ça que je veux dire. Donc pour moi, toute alliance et tout accueil est toujours bienvenu. Mais il y a ce qu'on a appelé des angles morts aujourd'hui. Et ces angles morts-là, ils se résolvent par le fait qu'à l'extérieur, il y a des personnes qui disent « Nous, ce n'est pas notre place de faire cette collaboration-là. On va rester où on est. On va travailler. Mais on sait bien qu'on influence. » Moi, je l'ai vu dans les écoles d'art. J'ai commencé à être enseignant il y a vraiment... Là, maintenant, ça fait quoi ? Ça fait il y a plus d'une vingtaine d'années. La salle de classe dans une école d'art, ce n'est pas la salle de classe aujourd'hui, en fait. Et donc... ce n'est pas tellement des gens qui, dans l'institution école d'art, par exemple, ont changé tant de choses que des gens qui, en étant à l'extérieur, ont obligé les écoles d'art à changer. Et donc, cette obligation de changer, régulière, en dialogue, pour moi, ça, j'y crois. Mais je pense qu'il faut simplement considérer qu'il n'y a pas une position qui va être contre-productive. Pour moi, ceux qui ne participent pas à l'institution ne sont pas contre-productifs, comme on n'arrête pas de le dire. Je crois qu'ils produisent un rapport de force qui est productif. Et je pense que dans les luttes radicales noires, notamment, ceux qui ont refusé de manière radicale ont été productifs, ont créé des conditions de manière assez notable pour ceux qui ont participé plus tard. C'est la fameuse filiation dont je parlais. Il faut savoir à qui on doit quoi. Il y a des résistances auxquelles on doit des conditions d'existence aujourd'hui. Et c'est ça qui m'importe. J'espère que là, je me suis mieux exprimé. Mais si je peux juste aussi... Enfin, on l'a déjà dit, hein, je ne sais pas à quel point ce sera judicieux. C'est vrai qu'on l'a peut-être déjà évoqué. Mais moi, je pense qu'il y a un vrai risque aussi toujours de faire rentrer plus de personnes racisées. Il y a un vrai risque, je pense, à confondre décolonial et fait par ou avec des personnes racisées. De vraiment pas confondre les deux. Je pense que là, il y a un vrai risque parce que, voilà, on parlait de désirs, qui sont les bons ou pas les bons, de vouloir rentrer à l'intérieur d'une industrie. Le cinéma, c'est fait de plein d'imaginaires, de plein de désirs. Et donc, pour ces films, on voudrait pouvoir être sur des plateformes, aller à certains festivals, rentrer à l'intérieur de l'industrie européenne, des grands festivals. On veut faire un film qui puisse aller à Cannes, qui puisse aller à... Et donc, je pense qu'il y a du coup, effectivement, des discours, des imaginaires qui se vendent très bien, de personnes racisées, qui se vendent très bien
auprès d'un public occidental. Je pense notamment à beaucoup de films qui sont faits où on parle des velléités d'émancipation, souvent d'une jeune fille, d'un jeune garçon, soit un queer ou pas queer, de vouloir sortir de l'enfermement, du communautarisme, de l'islam, voilà, absolument. Et donc ça, ce sont des films qui fonctionnent très très bien. Et je pense qu'il y a tout un tas de cinéastes qui, voulant rentrer à l'intérieur de cette industrie, font un cinéma pour montrer qu'eux aussi peuvent faire le cinéma de la métropole. Aussi, on peut faire... Et à l'intérieur du contexte de la colonisation belge du Congo, un cinéma un peu... d'évoluer, un cinéma et dans ce cas-là, je pense que c'est un cinéma éminemment colonial, ce cinéma-là. Et donc je pense que c'est juste une différence, c'est deux choses qu'il ne faut pas nécessairement associer, parce que là, je crois qu'il y a un vrai danger, quoi. Merci beaucoup. Bonjour, moi du coup j'ai 3 petites questions. La première, c'est par rapport à ce que disait... Je ne sais pas si on entend bien. Ce que disait Olivier Marbeuf par rapport à comment on se décentralise. Est-ce que vous avez des ressources ou concrètement des manières des exemples en fait de comment on pourrait se décentraliser. Puis il y avait aussi la question de pourquoi on déserte les endroits comme les institutions et tout ça. Et en fait, moi je me dis, est-ce que en tant que personne qui crée, est-ce que c'est pas aussi sacrifier il n'y a pas un risque de sacrifice en fait par rapport à nos créations si on se met dans des institutions, ce genre de choses, parce que ça, comme disait Samira aussi, ça prend vraiment beaucoup de travail de lire des dossiers, de faire, de s'investir en fait à fond dans les institutions. Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque de sacrifier son art en se mettant, on va dire, dans ces endroits-là? Et la dernière question, c'est par rapport à ce qu'a dit Tom. C'était que vous pouvez postuler dans les commissions, et tu disais vous disiez qu'on peut postuler dans les commissions. Est-ce qu'il y a des conditions en fait au fait de postuler dans les commissions? Je commence par la dernière question, comme ça. Est-ce qu'il y a des conditions? Je pense pas. Hein. Enfin, si. En fait, non. Il faut juste faire partie du milieu. Il y a un petit, comment dire, un petit espace je sais pas, en 1500 mots. Tu dois dire pourquoi tu veux faire partie de la commission. Moi, en vérité, j'ai mis ma note d'intention de mon film. J'ai juste dit ça en mode, en fait, c'est pas normal. Et voilà. Non, il n'y a pas. Après, bien sûr, si tu sors d'école et que tu postules, j'imagine qu'il faut prouver quand même certaines choses. Mais je pense que en fait, ça dépend. Ça dépend pourquoi tu le fais, mais je pense pas qu'ils demandent d'avoir un... Parce qu'il y a vraiment il y a des profs, il y a des journalistes, il y a vraiment de tout, en fait. Donc, je pense pas. Je ne saurais pas vraiment trop répondre à cette question, mais je pense pas. Ça passe en comité de sélection, quoi. Voilà, il y a des candidatures, et puis ça passe en comité de sélection. Et c'est la pertinence que tu as par rapport au milieu du cinéma, quoi. En gros, c'est ça. Ça reste assez... Et c'est un mandat de 5 ans. Hein. Mais c'est beaucoup, ouais, c'est 5 ans. Mais c'est beaucoup de monde. Hein. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui sont pris, donc c'est pas la sélection. Je sais pas à quel point elle est drastique, mais voilà. Non. Non, je pense que vraiment. Qui postule, voilà, il y a pas beaucoup de monde qui postule. C'est pour ça que je disais postuler. C'est beaucoup de travail pour sa deuxième question. C'est beaucoup de travail pour peu de rémunération. Mais après, non, mais on en parlera. Je crois que ça aide aussi en tant qu'artiste, en fait, à voir comment fonctionne le système. Et voilà. Et après, voilà, c'est tout. On parlera de la suite après. Je peux vite réagir à ta deuxième question, si tu veux bien. Et j'imagine que les autres pourront compléter, mais... sur cette question c'est la question de la tension qu'il peut y avoir entre la question de la lutte de manière générale et cette envie de faire son art, en fait, et de créer, de s'autoriser, en fait, à être dans la création. Et en fait, j'utilise le terme tension parce qu'en tout cas, moi, je peux parler qu'à mon endroit. C'est une tension perpétuelle, quoi, hein, de laquelle je ne sors pas. Et je pense que je n'en sortirai peut-être jamais, parce que la réalité de nos existences, elles sont telles que... moi, je pense que je n'arriverai pas à dissocier
je crois que j'arriverai pas à un point dans ma vie où je pourrais dire ah, enfin, j'en rêve, hein, enfin je peux faire des films et je peux pas me préoccuper des personnes qui viennent après moi en fait cette question de la transmission, de comment je peux faire des passes D, de comment, en fait elle me travaille constamment. Et voilà, donc il y a cette tension, elle existe tout le temps, donc c'est comment j'arrive à m'autoriser cet espace de création égoïste, parce qu'il y a quelque chose d'égoïste dans ça, il faut l'admettre. Et puis je me dis en fait aussi cette image qu'on a de l'auteur qui se dédie complètement à l'art, peut-être, enfin d'où ça nous vient aussi, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire en fait. Moi j'ai l'impression que je fais du cinéma que parce que je fais partie d'un parcours, d'une communauté. Sans ça, peut-être, je ferais de la confiture, quoi. Enfin, je veux dire... Non, mais c'est vrai, je pense que c'est indissociable, en réalité. Donc, et ça se répond tout le temps, en réalité. Donc, c'est une tension, et en même temps, c'est mon inspiration aussi. Voilà. Je vais compléter sur ce que tu viens de dire, parce que je trouve que c'est assez important de... Ça rejoint la question de Tom avec l'argent, en fait. Pourquoi il faut de l'argent pour faire du cinéma? Parce que c'est un art bourgeois. Ça, c'est la seule raison. Il n'y a objectivement pas de raison d'avoir besoin d'autant d'argent pour faire les films, à part le fait que c'est une industrie bien organisée pour continuer à faire en sorte qu'il faille de l'argent pour le faire. La technologie à notre disposition nous permet de faire des films sans beaucoup d'argent, et pourtant ça continue à coûter cher, parce qu'en tant qu'art bourgeois, c'est maintenu dans un standard, et ce qu'on appelle le vrai cinéma est maintenu dans un espace que la bourgeoisie maîtrise économiquement et continue à vouloir rendre coûteuse. Mais il n'y a aucune raison objective autre que celle-ci. C'est une raison politique et un désir qui nous est inoculé, comme tu dis, oh, si je pouvais me consacrer à mon art. Mais il vient d'où ce désir, à part du 19e siècle, romantique, comme ça, oh là là, je me consacre à mon art parce que j'ai des espèces d'émotions. Ça va, quoi. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui écrit pendant mes vacances, par exemple. Donc, je suis auteur. Simplement, moi, j'ai le temps d'écrire matériellement que pendant mes vacances. Donc, effectivement, je renonce au temps où je peux être en vacances pour écrire, et j'ai absolument pas le temps d'écrire à d'autres moments que ça. Je parle, si c'est enregistré, mes éditeurs, ils vont râler, parce qu'effectivement, le problème, c'est que voilà, j'ai des enfants, j'ai des choses à faire dans la vie, je dois payer d'autres trucs, et donc je peux écrire qu'une partie de ma vie, et ne pas m'y consacrer n'est pas un problème, en fait. Mais par contre, ce que tu disais, qui est très important pour moi tout à l'heure, et sur lequel tu reviens aujourd'hui, c'est qu'il y a une chance, par contre, c'est la chance d'être pris dans une attente, et donc dans une responsabilité. C'est ça, être dans l'affiliation. Il y a des gens qui, quelque part, ont des attentes, et ils te mettent ce qu'on peut appeler une pression, mais moi que j'appelle une responsabilité. Ce qui fait que quand je fais une intervention publique ou quand je fais un livre, moi, mon WhatsApp, il est rempli de feedback des gens des Antilles, là, en Guadeloupe, en disant « Olivier, t'as dit ça à tel moment » et tout. La pire pression que j'ai, c'est les gens qui viennent de mon île, en fait, qui, eux, ils écoutent avec attention ce que je fais, ce que je dis, ce que j'écris. Mais ça, c'est une chance, parce que tu es porté, parce que tu es comme un speaker pour des gens. Et ça, c'est hyper rare en art. Les artistes, ils se racontent des histoires, mais très, très peu de gens ont une responsabilité et des comptes à rendre par rapport à une communauté en rapport avec leur art. Ça, c'est un truc hyper rare et très précieux. Moi, je crois que toute personne pourrait être portée par le fait de dire il y a des gens qui vont regarder ce que je fais. Donc, ils vont dire des choses, ils vont avoir des attentes, parfois qui te troublent, qui sont pas. Mais en tout cas, il y a une attente. Et ben ça, en tant qu'être humain, c'est la meilleure des choses. Et quand tu parlais comment on se décentre, exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des attentes par rapport à ce que tu fais, qui ne sont pas que dans le milieu de l'art ou dans le milieu du cinéma. Ils ont une attente globale parce que ce que tu fais pour eux, ça les représente. Et ça, c'est une manière de se décentrer. Et se décentrer, c'est aussi passer un tout petit peu moins de temps par être obsédé d'être un artiste. Parce que le temps que ça prend d'être obsédé de savoir où est-ce que va être montré ton film avant de l'avoir fait, le temps que ça prend, le fait de imaginer ton bouquin avant de l'avoir écrit, le temps que ça prend de fantasmer d'être un artiste avant de faire un travail artistique, ce temps-là, si tu l'économises, tu as largement assez de temps pour voir beaucoup d'autres choses qui sont intéressantes. Et pour moi, ma condition paradoxale d'être un artiste aujourd'hui, c'est que c'est possible pour moi de ne pas être un artiste. Au contraire du discours romantique qui dit « je ne pourrais pas vivre sans être artiste », moi je peux vivre sans être artiste. Et c'est pour ça que je suis décolonial. Dernière question là, ce sera la dernière. Je suis vraiment désolée parce qu'il y a un programme qui suit. Ok. Bon, on a vécu un très intéressant moment dans notre contexte décolonial belge qu'on appelle
discours de Lumumba. Soit dès le moment où dans un espace de négociation, là nous sommes dans le cinéma culturel où se négocient les marges, à évoluer. Donc, c'est-à-dire que s'articule une politique du refus, Lumumba qui rappelle à la Belgique ses devoirs, eh bien, il y a le moment Baudouin qui arrive, à savoir le moment où, en fait, on est censé dire merci. On est censé, en fait, réaliser à quel point, aujourd'hui, les commissions cinéma eh bien, peuple de réalisateurs racisés, Ganji Lahaye, qui fait tout pour justement ne pas endosser le rôle du premier réalisateur belgo-congolais qui a déjà fait. Il intègre la commission, et Baptida Sadio, peut-être la plus talentueuse comédienne belge, quelle que soit la couleur de peau, et qui intègre enfin ces commissions. Et donc on est censé dire, mais on avance. Et d'ailleurs, on a fait venir ce grand expert français pour nous expliquer à nous les Belges qu'au fond, on avance. On est dans le bon, quoi. Donc on ne comprend pas pourquoi s'articule toute cette haine et ces choses. Et donc dans la tradition contre-révolutionnaire de ce pays de missionnaires qui en fait ne se rend pas compte que, et là je suis tout d'accord avec Camille, en fait en Belgique, dans une insasse oublieuse de cette banque coloniale qui l'abrite, un réalisateuriste racisé doit faire du cinéma d'évoluer. Vous avez des prix si vous faites des films qui tapent sur votre communauté. Et peut-être vous allez alors intégrer le Gotha. Peut-être que vous allez même discuter avec les frères Dardenne si vous êtes sages. Donc, et ça évoque ce qui s'est passé dans d'autres institutions comme le Beaux-Arts, ce supermarché de la culture, capitale de l'Europe, où dans le CA fait partie quelqu'un qui est considéré comme le grand-père du capitalisme belge, mais tout le monde sait que c'est l'assassin de Lumumba, le comte Étienne d'Avignon, qui a refusé, lorsque Beaux-Arts a enfin ouvert la porte aux communautés, ce symposium où on va enfin rendre représentant le Beaux-Arts. Et à la fin, de nouveau s'articule le refus. Non, le directeur du Beaux-Arts est venu dire sa façon de penser comme Baudouin Ier en distribuant les points. Et donc ça, on touche quelque chose qui en Belgique est très 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 spécifique. Dans notre compromis à la Belge, on ne peut pas négocier ces zones de frottement. Il faut toujours qu'on dise merci, qu'on soit content d'être là, content qu'on puisse tenir une caméra entre les deux mains pour enfin pouvoir articuler nos histoires et puis ne surtout pas toucher à la statue de Léopold II, quoi. Je voulais juste répondre à François pour dire tout à fait, mais je pense que la France se retomberait dans sa vieille tombe si j'étais l'expert français qu'on envoyait à l'étranger. Hein. Excuse-moi. Vous voulez réagir? On dit que c'est le mot de la fin? Vous êtes d'accord? Oui, je vais laisser Asiane peut-être nous présenter la suite du programme. Merci à toutes et à tous. Merci au public. Et juste, donc merci au CVB bien sûr, merci au Rideau de nous accueillir, merci à la technique qui suit depuis le début tout le programme de ce festival. Et puis juste vous dire aussi qu'il y aura une séance dehors, on peut encore continuer à échanger ensemble dans le bar. Et puis Olivier aussi a des livres si vous voulez les acheter. Et puis encore continuer à discuter et dédicacer aussi les livres si tu veux bien. On va profiter de la présence. Vas-y, Siam, à toi. Ouais, non, juste très important. En fait, il faut sortir. Pardon, c'est vraiment très pragmatique. Il faut sortir par derrière. Voilà, désolé, c'est pas du tout le sujet. Mais sortez par les portes qui sont derrière, parce que il y a des gens évidemment pour la projection qui va suivre. Et si vous voulez assister à la projection, vous devez juste faire le tour et revenir par cette porte-là. C'est la Belgique, d'accord? On fait ça. Nous, on sort par là, on revient par là. Merci. Merci beaucoup encore. On peut les applaudir bien fort. Merci, merci.